Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Bris d'égalité. Aujourd'hui, on a un invité de marque. On est vraiment gâtés, c'est vrai. De Marc, tu dis, on a la chance, l'opportunité, le privilège, dites ce que vous voulez, d'avoir Félix Auger-Aliassime avec nous. Oui, ça sera dans quelques instants. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir discuter avec lui. Évidemment, Félix, tu le connais depuis longtemps. Séverine, je pense depuis 7-8 ans, moi aussi, puis de le voir évoluer, puis en tant que joueur de tennis, mais en tant qu'humain aussi. En tout cas, c'est vraiment une fierté, je pense que pour tout le Québec et le Canada, de le voir sur la scène internationale, sur le circuit ATP. Donc, ça sera dans quelques instants. Pour débuter l'émission, on voulait parler, Séverine, écoute, on a fait le podcast parce qu'on est passionné de tennis, on adore notre sport, on sait tous les bienfaits que ça peut apporter de jouer au tennis, les apprentissages. C'est un outil pour devenir peut-être une meilleure personne, meilleure athlète. Mais un des problèmes qu'on a au Québec puis au Canada, c'est l'accessibilité. Oui, bien, tu le dis, le tennis t'a donné une vie professionnelle. La même chose pour moi, athlète-entraîneur. Et oui, on parle d'accessibilité. On le rend accessible parce que vous voyez aujourd'hui, d'où là le podcast. Mais on parle d'accessibilité. On veut plus de terrain. On veut que le tennis coûte moins cher. On veut qu'il y ait des raquettes à plus de jeunes. Oui, l'été, c'est le meilleur moment. On a évidemment beaucoup un aspect de température. Il fait froid l'hiver. On est dans des cours couverts. Et on a besoin de faire en sorte qu'un terrain ne coûte pas 45-50 de l'heure pour les parents. Ça devient compliqué d'aller chercher des jeunes et que les jeunes pratiquent le sport. Alors, oh oui, on parle d'accessibilité, mais il y a beaucoup de travail à faire, puis on espère qu'on va influencer un petit peu ce changement-là. Oui, parce qu'on sait, c'est un sujet qu'on parle beaucoup dernièrement. En plus, le sport chez les jeunes, ils n'en font pas assez. C'est important qu'ils bougent davantage chaque jour. Un des sports, évidemment, qu'on veut mettre de l'avant, c'est le tennis. Et tu disais, hein, en sport-études, ça coûte extrêmement cher. Je pense que c'est au-delà de 10 000 maintenant parce que les terrains coûtent cher. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas jouer à l'extérieur à l'année longue. Donc, il faut jouer à l'intérieur. Il n'y a pas énormément de clubs de tennis. Puis par après, bien, pour les parents, bien, d'aller inscrire les enfants, c'est difficile. Oui, bien, tout sport de haut niveau, c'est évidemment, c'est excessif. On voyage, on a un entraîneur, on doit jouer à l'intérieur aussi parce que ça se joue à l'année. Mais effectivement, il y a du travail à faire. Il faut essayer de trouver une façon, des outils par évidemment les provinces, par aussi des associations, par les parcs l'été. Mais il faut absolument qu'on donne la raquette à plus de jeunes, pas juste pour l'aspect compétitivité, mais l'aspect participation aussi. Oui, je pense qu'une des solutions, peut-être, c'est d'aller vers les écoles primaires, justement, accès aux jeunes, que ce soit dans les gymnases. Hein, au tennis, on n'a pas toujours besoin, lorsqu'ils sont tout petits, d'un terrain au complet, d'avoir des murs où aller frapper des Oui, balles. il faut être créatif. C'est ça. Mais donc, oui, c'est un des sujets. Le prix, les terrains, qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Puis après, les compétitions aussi, qu'il y en ait un petit peu plus au Québec, au Canada, pour qu'on ait envie de mettre nos jeunes au tennis ou de les faire rêver. Oui, mais tout à fait. Mais pour qu'il y ait plus de compétition, ça prend plus de terrain. Alors, d'être capable d'augmenter les terrains, la possibilité d'avoir accès pour le jeu, pour la compétition, pour le développement, c'est majeur. Essayer de le rendre à moindre coût, c'est encore mieux. Alors, on va essayer de continuer, en tout cas, de vous aider puis de trouver des solutions pour toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le développement de notre sport. Et oui, parce que je pense que tout le monde pourrait y gagner. Maintenant, est-ce que Félix, je pense que Félix est avec nous. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est connecté? Oui, salut Oui, Félix. ça va bien? Salut Félix. Et oui, ça va super bien. On est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour notre podcast. Non, c'est moi qui suis très content. C'est content. Donc, tu es à Montréal en ce Toujours un moment. plaisir de parler à toi qui est très longtemps. Oui, je suis à Montréal. Je suis à Montréal depuis le début de la semaine. Donc, pour voir la famille, principalement, j'ai pas la chance de voir ma mère et ma soeur souvent, qui eux vivent ici à l'année. Ma mère qui travaille ici, ma soeur qui étudie à Montréal. Donc,
Le but, c'était de venir passer un peu de temps en famille. Donc, ça fait du bien. Oui, parce qu'avec qui tu voyages en ce moment, là, toute la saison, tu disais que ta mère, ta soeur sont à Montréal. Est-ce que ton père, il voyage un peu plus avec toi? Mon père partage son temps entre l'académie qu'il a à Québec, où moi j'ai commencé au tennis, où j'ai fait mes débuts. Puis il partage son temps, c'est ça, entre l'académie et les semaines où il vient avec moi en tournoi. Donc il vient de plus en plus en tournoi. Pour moi, même si c'est plus mon entraîneur principal, ça l'a été quand j'étais petit, mais ça reste encore aujourd'hui mon père une grande source d'inspiration pour moi. Il me connaît très bien, puis il arrive à, je pense, maintenir un cadre, euh, une structure d'exigence autour de moi, puis de garder tout le monde, c'est ça, avec une certaine discipline aussi pour atteindre nos objectifs. Donc, il me sert beaucoup quand il est là, puis on est toujours en contact quand il n'est pas là. Puis sinon, il y a le reste de mon équipe avec qui je voyage toute l'année. Mon entraîneur de longue date, Frédéric Fontan. J'ai deux physios qui partagent le temps. J'ai un physio avec qui je travaille depuis 2018 qui est chilien, qui s'appelle Andrés Vial. Et un physio qui est français, qui a rejoint l'équipe l'année dernière, qui s'appelle Hugo Graville, qui auparavant travaillait avec Zverev, puis qui a travaillé aussi à l'ATP pendant 12 ans. Puis après ça, la préparation physique qui est importante, évidemment, comme on le sait aujourd'hui. Donc, dans ce domaine-là, encore deux personnes qui se partagent le temps entre Nicolas Perrotte, qui travaille au Centre national d'entraînement aussi à Montréal le reste de l'année, qui fait quelques semaines avec moi, et un autre Français là, qui s'appelle Jean-Michel, qui fait d'autres semaines. Donc, bon, je les ai présentés, puis je pense que c'est important aussi que les gens sachent que je ne suis pas seul, puis je prends le temps vraiment de parler d'eux, puisque ils sont essentiels à ma réussite puis au fait d'atteindre mes objectifs. Oui, ça prend une équipe, hein. Et puis, écoute, Félix, à chaque fois, ben, ça fait quelques fois là, qu'on fait le podcast Bris d'égalité, on demande à nos invités de nous partager un drink, un cocktail. Et tu as eu quand même la bonne idée de nous envoyer une petite recette. Je pense que tu l'as avec toi, toi aussi, ce matin. Puis le message de Ouais, Félix, quand il m'a envoyé la recette, c'est, bon, yeah. Sève, voici la recette pour un smoothies après entraînement. Donc, Félix, j'ai été obligée de m'entraîner ce matin Ouais. pour être capable de prendre Emma, le drink. Emma, Non, non, tout ce non. qu'elle a fait, c'est qu'elle a C'est joué au bon, ping-pong, c'est puis elle a bon. encore subi une défaite. Bon, non, j'aime mieux ne pas en parler parce que, bon, Marie-Ève, c'est important. Tu sais, je sais, quand vous êtes athlète, il y a un petit peu d'ego. Donc, je te laisse victoire. Alors, on va goûter à Ouais, ton c'est ça, je drink. comprends Peux-tu... qu'il y a une rivalité qui est en place, là. Ouais. Alors, dis-nous, Une qu'est-ce que tu rivalité nous saine. proposes, là, ce matin, là? Alors, c'est ça, c'est smoothie, fraises, bananes, bleuets. Un classique, je dirais, dans le monde des smoothies, avec lait d'amande. Puis après, à chacun à le doser comme il veut ou à ajouter des protéines là, si, bon, dépendamment du moment de la journée. Mais en tout cas, je pensais que à 11h30 ce matin que c'était le drink approprié. On n'est J- pas encore à l'heure on n'est pas encore à l'heure de l'apéro exactement. T'as Mais bien raison. j'aime le fait que tu dis que c'est quand même laissé à chacun de. On peut voir que la couleur de ton drink et d'une autre, ce n'est pas le même. Je Cheers. m'exclus de la confection du drink. Alors, Marie-Ève, si c'est bon, c'est vraiment toi, hein, qui a fait ça ce matin. Je me suis On, dit, on Santé. voit que on Santé. voit que je l'ai déjà entamé. Euh, je vous ai pas attendu pour commencer. Hum. Oh, wow, quand même. ah, Quand même. c'est Puis moi, c'est vrai que avant, c'est un classique. c'est un classique, mais avant qu'on continue, parce que ça démontre à quel point Phoenix a vraiment, tu sais, quand tu es engagé comme athlète, tu es engagé sur la qualité de ce que tu prends aussi, les drinks, la façon que tu te prépares. Je pense que c'était il y a 3 ans, je m'en vais avec des jeunes filles en préparation de New York. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Félix. Et puis, ben, le bonheur quand tu es dans les Oui, grands oui. chelems, quand tu es junior, c'est ben, tu croises tout le monde. Hein? Tu es à l'hôtel. Et là, ce matin-là, on est arrivé la veille, on s'en va au déjeuner. Les filles capotent parce que, bon, pour deux raisons. Un, il y a un buffet. Hein, Mhm. comprends-tu que c'est la grosse histoire? Mais l'histoire la plus importante, c'est que Félix est assis seul à une table. Et là, les filles, puis là, moi, je m'en vais le voir. Félix, comment ça va? Les filles, ben non, c'est Félix, je sais, là, c'est pour ça que je vais aller lui dire bonjour. Et là, Félix, dans sa gentillesse, comme d'habitude, les filles, vous pouvez vous asseoir. Puis là, il était comme, ah oui, t'es sûr? Ben oui, oui, asseyez-vous. Et là, Félix sort son avocat, son tabasco,
son lait d'amande. Et là, les filles me regardent, puis regardent Félix, puis ils font comme, Félix, est-ce que tu sais qu'il y a un buffet, là? Mais tu sais, ils n'avaient pas encore à cet J'amène âge. T'avais quoi? j'amène mon propre Ben, c'est buffet le ça. matin. Et pour elle, c'était comme, mais voyons, pourquoi elle fait ça? Puis aujourd'hui, elles en parlent encore parce que c'est comme, ah, OK, ben lui, il avait un commitment sur la façon de manger le matin avant l'entraînement. Il avait sa routine, puis ils l'ont compris un peu plus tard. Fait que je veux juste dire que c'était quand même une anecdote assez drôle avec ces filles-là à New York. Est-ce que tu fais encore ça, Félix? Est-ce que souvent tu apportes tes propres déjeuners ou à l'hôtel? Est-ce que tu aimes ça faire tes C'est vrai. trucs? Ça dépend dans quel tournoi, ça dépend à quel hôtel, mais c'est vrai que j'ai quand même ma routine. Puis ben, je pense qu'on l'a tous, tu sais, on a tous, surtout le matin, là, on a tous commencé notre journée de la même façon, là, autant à la maison que quand on est en déplacement. Mais c'est vrai que comme joueur, en étant toujours en déplacement, ben, il arrive souvent où ben, je vais au supermarché pour trouver les mêmes produits que j'aime avoir le matin. Puis c'est ça, j'ai développé une routine, puis c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que j'aime commencer ma journée. Puis, comme Séverine disait, moi, quand je parle à des jeunes aujourd'hui, j'essaie de. Je pense plutôt tu comprends le fait que ben, si tu veux jouer au tennis ou n'importe quel sport, ton corps, c'est vraiment ton outil de travail. Puis ça devient un mode de vie. L'hygiène de vie, ça devient vraiment une seconde nature. Puis c'est tout le temps, là, même, je suis pas en compétition en ce moment, mais ça reste que j'essaie de bien dormir, j'essaie de bien me reposer, de bien manger, de bien m'hydrater. Donc, ça devient un peu un effort à un moment. Là. Des fois, quand on en parle, je me souviens qu'on m'en parlait quand j'étais plus petit, ça te semble compliqué, puis ça te semble lourd, mais au fil des années, tu développes des habitudes, puis ça devient vraiment, vraiment un mode de vie. Puis je pense que tu respectes ton corps parce que tu demandes beaucoup à ton corps, puis en retour, c'est ça, tu lui dois quand même beaucoup de respect dans tout ça. Donc, j'essaie de garder ça en tête tout le temps. Ouais, puis c'est bien de t'entendre, puis tu parles, bon, de ton hors-saison, hein, Marie-Ève, Mhm. on va en parler aussi, mais la saison est terminée, hein, 2024. Tu prends soin de ton corps, tu prends soin de Ouais. ta tête aussi. Euh, Qu'est-ce que, ça veut dire hors-saison pour toi et comment tu évalues ta saison 2024? Oui, donc leur saison, c'est une période où on a l'opportunité ben, d'être à l'écart des terrains de tennis, à l'écart de la compétition. Puis moi, j'aimerais dire que être à l'écart des terrains de tennis, c'est pas ça la chose principale parce que j'adore jouer au tennis, c'est ma passion. Je prends toujours du plaisir à jouer au tennis, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'à un moment ou à des moments dans l'année, d'être à l'écart de la compétition, c'est que c'est vrai que d'être toujours en tournoi, il y a quand même un lot de stress qui est important. Donc, pour moi, ce que j'ai remarqué sur les années, c'est vraiment cette fatigue émotionnelle plutôt que, oui, il y a une certaine fatigue physique, mais cette fatigue émotionnelle, des fois, elle est moins tangible, on la voit moins, mais avec les années, avec l'expérience, j'ai vraiment réalisé que c'était ça qui était important à gérer. Parce que c'est pas possible de se demander, d'être mentalement, avoir la même envie d'aller en compétition, de gagner, de se confronter à un adversaire, puis d'avoir ce même mindset-là, match après match, puis semaine en semaine. Il y a un moment où tu as une chute, puis c'est vraiment d'arriver à gérer ça, puis d'apprendre à savoir comment se préparer pour les compétitions importantes, celles où tu veux bien performer. C'est ça que je continue à peaufiner, puis à rendre de plus en plus précis sur les années. Donc, l'entre-saison, c'est une période où je vais me reposer, m'entraîner, essayer des nouvelles choses à l'entraînement, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir des discussions aussi plus en détail avec le reste de mon équipe pour voir ben, euh, qu'est-ce qu'on a bien fait cette année, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis Mhm. qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, continuer à solidifier l'année prochaine, puis qu'est-ce qu'on doit changer complètement. T'sais. Mm. Puis ça, Donc,
c'est Ça une a bonne l'air de période pour quoi faire une ça. journée typique pour toi? Parce que tu disais, oui, il y a des journées, il y a un moment complètement repos, peut-être pas de physique, pas de tennis. Après ça, rapidement, ben, je pense Mhm. qu'on Mhm. réintroduit l'entraînement physique. Ça a l'air de quoi une journée où tu as juste du physique? Puis après Ouais. ça, les grosses journées que tu vas avoir en préparation de l'Australie, de la nouvelle saison, c'est quoi, là, du début à la fin de ta journée? Es-tu capable de nous donner un exemple? Oui, je peux donner une idée là, assez précise parce que là, j'ai joué mon dernier tournoi il y a 3 semaines Mhm. environ. Puis, donc depuis, je suis principalement au repos, c'est-à-dire que j'ai pas touché ma raquette, ce qui est rare, hein, mais j'ai quand même pas touché ma raquette de tennis depuis quelques semaines déjà. On te croit Euh, pas, Félix, on te Es-tu croit capable de pas. marcher quand même? Pas vu le sac de tennis, il est dans le garde-robe, je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai même Génial. pas vu ma raquette. Donc, non, ça fait du bien de voir autre chose puis de faire autre chose. Mais par contre, à 4 fois par semaine, malgré tout, je vais à la salle de gym, puis j'ai des séances qui sont variées entre des séances cardiovasculaires et des séances de renforcement musculaire, Mhm. de gainage. Puisqu'on sait, le tennis, c'est un sport très complet, donc il y a toute une gamme d'exercices à faire, mais tu sais, je fais confiance aux membres de l'équipe que j'ai nommé le plus tôt dans le podcast qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe de tout structurer, puis d'avoir une vision à long terme pour l'année, puis après de découper ça en séances pour bien organiser ma semaine. Donc, mon équipe devient vraiment une deuxième famille, puis on est toujours en communication. Moi, je leur donne mon ressenti, je leur donne mon feeling sur les séances, puis on essaie toujours d'adapter aux sensations, mais c'est eux qui ont le plan de match en tête. Donc là, ça, c'est pour le mois de novembre, c'est un peu le plan. Là, c'est 4 entraînements par semaine. Puis en décembre, ça va être pendant 3 semaines avant de quitter pour l'Australie, ça va être beaucoup plus intense. Donc, 2 séances de tennis par jour, d'environ presque 2 heures chacune. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 heures de tennis par jour. Mhm. En plus du conditionnement physique, on va mettre 2 heures aussi. Puis les échauffements aussi, qu'aujourd'hui, j'aimerais dire que dans les échauffements, c'est beaucoup plus sérieux que ça l'était Mm. dans le passé. Puis, ou quand tu es jeune, tu viens 5 minutes avant avant ton entraînement ou avant ton match, tu fais 2, 3 pas chassés, puis quelques élastiques, puis tu vas jouer. Aujourd'hui, on arrive, si j'ai un entraînement de tennis à 10 heures sur le terrain, j'arrive c'est d'entraînement 1 heure et demie avant. Quand même, Euh, hein? donc, ouais, j'arrive 1 heure et demie avant, puis souvent avec le physio, on commence sur la table de massage avec des étirements actifs. Puis après, pendant 1 heure, je suis à la salle de gym à faire différents exercices d'échauffement qui deviennent presque un entraînement aussi. Ben Donc, oui. c'est échauffement slash entraînement. Donc, ça fait que oui, on est assez occupé sur toute la journée, mais c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, le jeu est tellement rendu explosif, tellement intense que tu peux pas arriver sur le terrain en n'ayant pas transpiré déjà, là, en gros. Oui, ben, tu parles un peu de. C'est là où, quand tu es engagé dans le développement de ton sport, tu as une discipline, hein, qu'il faut absolument avoir. Puis quand même nous, hein, on dit aux jeunes, bon, vous devez être prêts quand vous embarquez sur le terrain à 10 heures. Ben, c'est exactement ça. Il y a cette discipline avant que tu dois prévoir et préparer. Puis, Félix, je veux revenir à ce que tu disais. Là, tu es dans un moment justement où tu as fait une réflexion avec ton équipe de l'année 2024 pour 2025. C'est Ouais, quoi pour toi, là, ouais. en tant qu'athlète? Je te connais très bien, tu es quelqu'un qui est exigeant envers toi-même, tu es quelqu'un qui a des objectifs très précis, tu veux continuer de les Ouais. atteindre. C'est quoi Mhm. l'élément pour toi qui peut-être tu vas ajuster ou adapter ou changer que tu as que moins fonctionné en 2024 et que tu veux qu'il y ait une progression puis une amélioration en 2025? Mhm. Non, c'était une année où, ben, du moment, j'en ai beaucoup parlé, mais en 2023, ben, j'ai été blessé au genou. Puis pourquoi je la mentionne, c'est qu'il y a eu une période en début d'année de cette année-là. Donc, j'étais en Australie où j'ai pas eu la préparation idéale parce que j'avais fait une injection au tendon de mon genou gauche. Puis j'avais pas eu, c'est ça, la préparation idéale. Mais à partir du mois de mars de cette année, j'ai vraiment commencé à sentir que j'avais retrouvé ma pleine forme physique, puis je me sentais c'est ça, à 100%. Puis après, ben, sur les,
sur le printemps puis sur les mois d'après, vraiment, il y a eu une bonne progression dans mon jeu. C'est là, c'est cette période-là d'année où j'ai eu mes meilleurs résultats, en fait, sur la saison de terre battue jusqu'à Roland-Garros. Après, il y a eu les Jeux olympiques aussi durant l'été où ça a été vraiment mes meilleurs résultats de l'année. Puis entre-temps, j'ai été déçu. Pour être vraiment honnête, j'ai été déçu de plusieurs résultats, notamment à Wimbledon et Williams Open. J'ai perdu le premier tour. C'est des tournois qui sont importants pour moi. C'est des tournois qu'un jour je veux gagner. Puis, ayant été en deuxième semaine de Grand Chelem à plusieurs reprises dans le passé, dans tous ces tournois-là, pour moi, de perdre au premier tour, c'était pas. Pour être franc, c'était pas acceptable pour moi. C'est vraiment des moments difficiles. J'en parle pas souvent, mais c'est sûr que le soir de défaite comme celle-là, il y a des fois des remises en question sans remettre vraiment tout en question, mais il y a vraiment des périodes où sont difficiles à gérer. Mais par contre, ce que j'ai toujours eu, je pense, puis c'est que le lendemain, j'ai envie de retourner au travail. Ça ne me décourage pas dans un sens que je me dis, j'ai plus la motivation de m'entraîner ou je suis vraiment écœuré par le tennis. C'est vraiment, ça me donne envie de retourner au travail, puis mettre les bouchées doubles, puis de vraiment continuer continuellement à chercher des solutions avec mon entraîneur, avec mon entourage. Donc, ça a été une année moyenne pour moi, pour résumer, parce que j'ai eu à des moments des bons résultats, mais je n'ai pas réussi à être assez constant sur l'année, en tout cas dans les tournois importants. Puis c'est sûr que comme joueur, ben, tu as deux choses. Tu as le classement qui reflète un peu ta moyenne sur l'année de tes performances. Puis après ça, ben, tu as des résultats précis dans certains tournois, des titres que tu vas réussir à gagner, des résultats dans les tournois du Grand Chelem qui sont les plus importants. Donc, il y a vraiment ces deux choses-là. Puis là, au classement où je suis aujourd'hui, 28e, si je ne me trompe pas, 28e mondial, ben, à mon meilleur, j'ai été 6e mondial. J'ai été pendant une année dans le top 10 mondial. Donc, c'est sûr que je ne suis pas satisfait d'un classement comme celui-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est ça. Ça a été une saison moyenne, mais malgré tout, encore beaucoup d'apprentissage. J'ai pris du plaisir aussi dans les entraînements, parce qu'il y a les résultats, il y a les matchs, mais il y a beaucoup de temps d'entraînement entre les tournois. Puis ce qui était difficile aussi des fois, c'est que pendant plusieurs mois, je m'entraînais vraiment très bien. Puis ben Marie-Ève, tu peux témoigner aussi. Des fois, on s'entraîne bien, puis on a l'impression qu'on fait plein de bonnes choses en entraînement, puis ça ne se transfère pas tout de suite ou ça ne se transfère pas Ah ouais. vraiment après en compétition. Donc, c'est frustrant, mais en même temps, c'est encourageant parce que je me dis, à un moment, ça va payer. Oui, c'est ça qui est dur hein, au tennis des fois. Puis je trouve ça super touchant comment tu parlais que les défaites qui font mal au tennis. Tu sais, c'est dur à digérer. Puis tu sais, j'imagine juste de me mettre à ta place, justement. Tu sais, je sais que tu as des objectifs, tu as des hautes attentes envers toi-même. Puis tu peux te préparer le mieux possible. Comme tu le disais, super bien joué à l'entraînement. Puis tu arrives en match, puis ça se passe pas. Tu sais, il y a plein de petits détails qu'il faut qu'ils arrivent en même temps. Tu le sais, tu as connu des moments extraordinaires dans ta carrière, tu as gagné des gros titres, puis il y a plein de choses qui ont fait en sorte que ça a fonctionné. Puis après, tu essaies de faire en sorte Ouais. que ça se répète, mais il n'y a pas de recette magique. Puis des fois, les victoires, y arrivent finalement quand on s'en attend le moins. Euh, mais Ouais, je pense que même chez les jeunes aussi, puis chez les pros, c'est ça, hein, le tennis, c'est pas seulement vers le haut comme ça. Il y a des hauts et des bas ouais, à ouais. gérer. Puis comme tu le disais, c'est comment tu gères tes bas, puis comment tu te fais pour te remonter, rester positif. Toi, la bonne nouvelle, j'imagine, c'est que tu es en santé, tu vas bien physiquement. Ouais, Puis ouais. après, je suis persuadée, comme tu vas trouver des solutions pour aller chercher les bonnes victoires. Puis des fois, il suffit des enchaîner. Tu as quand même fait finale à Madrid cette année. J'imagine que Ouais, tu es pas mal fier de ouais, ça. Mais te connaissant, tu dis ouais, ah, j'aurais pu gagner la finale. Non, c'est pas un peu ça aussi? ouais, ouais, ça aurait été beaucoup mieux. En plus, j'étais prêt. J'avais gagné le premier set. Je jouais très, très bien. Puis franchement, je me disais, je vais gagner ce match. Puis, mon focus était vraiment sur le fait de gagner après ce premier set que j'avais joué. Puis bon, ça joue à pas grand-chose. J'ai perdu le deuxième set 7-5. Puis après, au troisième set, c'était compliqué. J'ai eu quelques crampes. J'ai souffert un peu physiquement. Puis je jouais un très bon joueur aussi. Puis il méritait de gagner à la fin, mais c'était pas assez proche. Ça aurait été vraiment un très bel accomplissement. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire encore. C'est toujours
toujours bien quand tu arrives à cocher une case que tu n'as jamais encore cochée. Donc, un titre en Masters 1000, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Évidemment, un titre du Grand Chelem. Donc, il y a encore plusieurs cases à cocher dans ma carrière. Donc, c'est ça qui est excitant aussi, c'est que il y aura toujours des choses à faire, puis il y aura toujours du tennis à jouer, puis des choses à accomplir. Euh, donc j'essaie de regarder d'abord ce qui a bien fonctionné, ce qui était bon, puis essayer de répéter ça le plus souvent possible. C'est Mais sûr. moi, j'aimerais dire que à la fin, c'est ça, j'ai été, je dis souvent, puis avec mon entourage aussi, évidemment, j'ai travaillé pour, mais les choses se sont passées très bien pour moi, dans mon ascension à partir de l'adolescence, 14-15 ans, quand j'ai gagné mes premiers points sur le circuit ATP, puis après ça, ça allait même beaucoup plus vite des fois que je le pensais, jusqu'à temps que d'une année à une autre, jusqu'à temps que je sois 6e mondial en 2022, à chaque fois, c'était toujours mieux. Ouais. En 2019, j'étais 20e mondial, puis après ça, un peu mieux, puis 11e mondial, puis après ça, 6e mondial, en ayant toujours des résultats qui sont. Puis je savais qu'à un moment, même si tu arrives un jour numéro 1 mondial, tu ne restes pas numéro 1 mondial toute ta carrière. Donc, tout le monde, à un moment, redescend un peu. Puis là, après, c'est là, je pense que ça devient intéressant. C'est là que tu te différencies des autres. C'est d'être capable de revenir, c'est d'être capable de rebondir, puis d'avoir la résilience qu'il faut pour retrouver ton meilleur niveau ou arriver à enchaîner plusieurs victoires de suite à nouveau. Donc, j'ai toujours la conviction puis la croyance que j'ai ce qu'il faut pour arriver à mes objectifs parce que je l'avais, cette croyance puis cette conviction quand j'étais enfant, quand j'étais petit, quand après j'étais adolescent. Puis j'étais beaucoup plus loin de mes objectifs que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, pour moi, ça serait stupide, en fait, aujourd'hui, de se dire, de commencer à avoir des doutes quand je suis en forme, j'ai 24 ans, puis euh, j'ai encore plusieurs belles années, j'imagine, devant moi, ou je l'espère devant moi pour jouer du bon tennis. Oui, c'est super de t'entendre, Félix, parce que moi, c'est. Puis tu parles, puis j'ai des images, j'ai plein d'images de toi à 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui parlent de jouer pour le Canada, qui parlent d'être numéro 1 au monde, qui parlent de vouloir avoir des grands chelems, puis c'est encore là, ces rêves-là, puis c'est super d'entendre que c'est toujours là, et tu as raison de le mentionner. Il faut aussi, à un moment donné, je pense, Marie-Ève, tu pourras rajouter, parce que tu l'as vécu, se détacher un peu du classement, puis y aller vers justement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on représente. Et ben, la question, moi, je l'ai vue, je t'ai entendu, mais à quel moment, toi, quand tu te ramènes à 8, 9 ans, 10 ans, que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Est-ce qu'il y a eu un moment où, toi, dans ta tête, là, c'était clair que tu allais être joueur de tennis pour le travail puis pour la vie? Le rêve a commencé, déjà, en premier, la passion pour le tennis. Je ne savais jamais, tu vois, à quel niveau j'allais jouer quand j'étais enfant, mais la passion pour le tennis a commencé, je dirais, à l'âge de 5-6 ans, très tôt. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'épaulait dans ce projet-là, puisque c'était mon entraîneur. Lui est toujours entraîneur. Le tennis, c'est vraiment sa vie. Vous le connaissez bien. Puis, c'est ça. Le tennis, c'est toute sa vie. C'est une passion qui a vraiment pas de limite, un amour qui n'a pas de limite envers son sport. Donc, il m'a vraiment transmis cette passion-là dès un jeune âge. Donc, moi, euh, j'ai commencé à jouer dès que je pouvais marcher presque. Puis, j'ai eu tout de suite la piqûre. Mais après, je dirais rapidement, à 7-8 ans, je regardais le tennis à la télé, Federer, Nadal, puis je me disais, ah papa, j'aimerais bien jouer là un jour, j'aimerais bien jouer à Wimbledon, c'est mon rêve, c'est mon objectif, on veut jouer les grands chelems, on veut être professionnel de tennis. Donc, j'ai rêvé très tôt, j'ai rêvé très très tôt. Puis après, mes rêves se sont concrétisés d'année en année. Mes rêves sont devenus des objectifs à court terme. Au début, tu veux, je sais pas, tu veux faire partie de la sélection de l'équipe du Québec, puis après ça, tu veux faire partie de la sélection pour l'équipe nationale, à un autre niveau, puis après ça, tu veux être choisi pour faire une tournée à l'extérieur du pays. Donc, c'est ça, ma progression, c'est fait évidemment étape par étape, mais à chaque fois, j'ai réussi à garder une progression constante, je dirais, d'année en année, malgré les hauts et les bas
continuer à m'améliorer. Pour moi, c'était toujours le plus important. Je me disais, je dois être meilleur que j'étais l'année dernière, puis je dois continuer à chercher des choses pour m'améliorer. Je dois écouter les entraîneurs, essayer de comprendre ce qu'ils veulent me faire comprendre, puis essayer de toujours meilleur dans ce que je fais. Puis, en fait, tout à l'heure, Marie-Ève, tu disais une phrase que mes parents m'ont répétée plusieurs fois, que chaque chose qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Mhm. C'est exactement ce que mes parents me disaient aussi, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon tennis, que ce soit dans n'importe quel domaine. Puis je pense que c'est ça qui fait des beaux projets un jour, c'est que quand quelqu'un est passionné dans ce qu'il fait, puis qui se donne la peine de bien le faire, euh, dans n'importe quelle circonstance. Là. Ouais. Félix, tu revenais comme quand tu étais jeune. Moi aussi, moi, j'ai deux jeunes filles, puis ils sont aucunement intéressées à jouer au tennis. Là. Séverine, elle peut t'en parler. En tout cas, pour l'instant. J'essaie encore. J'ai pas lâché prise. Mais moi, j'étais intéressée de voir, parce que tu sais, ton père était entraîneur de tennis, il jouait au tennis. Ça a vite été un projet familial, le tennis. Euh, mais c'était Mhm. quoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé au tennis? Premièrement, oui, la passion de ton père, je pense que tu disais qu'elle était contagieuse. Puis, ça ressemblait à Mhm. quoi rapidement tes journées quand tu étais petit? Parce que où je voulais en venir, c'est, tu l'as mentionné, tu es vite arrivé sur le circuit avec énormément de Ouais. résultats rapidement. Puis peut-être qu'on t'a donné l'étiquette, ah, Félix, il est talentueux, il a du talent. Mais moi, où ce que je voulais en venir, c'est il Mhm. y a eu beaucoup de travail quand tu étais jeune, je pense, d'heures ou de temps passé à apprendre le tennis, à devenir un athlète déjà à un jeune âge, qui a fait en sorte que quand tu avais 12, 13 ou même tout de suite, tu étais déjà peut-être en avance sur beaucoup d'autres parce que rapidement, tu t'es dédié au tennis. Oui, oui, je pense que déjà, par rapport au talent, j'ai eu plusieurs discussions intéressantes avec des gens qui connaissent très bien le tennis, puis des entraîneurs, quelqu'un exemple comme Tony Nadal. Mhm. On avait ces discussions-là sur le talent et qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'on a souvent cette image-là du talent, d'un joueur. Ben, quand nous, on parle du tennis, c'est un joueur qui a un très bon toucher de balle ou c'est un joueur qui arrive à faire des choses difficiles avec facilité. Mais le talent il peut se voir de plusieurs façons. C'est pas juste dans le toucher de balle ou c'est ça, d'être capable de faire des amortis. Parce que pour moi, je pense que mes qualités, euh, je pense que j'ai des qualités d'apprentissage dans ce sport-là assez tôt, euh, qui étaient, j'estime dire, au-dessus de la moyenne parce que j'arrivais à recevoir une information de l'entraîneur puis rapidement mettre en place ce que l'entraîneur voulait mettre en place. Donc, ça m'a permis, je pense, de progresser rapidement. Je pense que ça, c'était un talent que j'avais, d'apprendre assez vite déjà dans mon sport. On Je n'avait pense pas que j'avais besoin un de te talent. répéter souvent deux fois la même chose. On te le disait une fois, puis tu l'appliquais ou tu t'en Non, souvenais. les entraîneurs ont répété aussi, là. C'est pas C'est ce que, que j'allais dire, hein. Attention, là, on va. attention, attention, Séverine peut témoigner. Je veux dire, j'étais pas non plus, j'étais pas parfait, là. C'était pas qu'on me disait une fois puis que tout allait être fait parfaitement, mais je pense que quand je regarde ma progression maintenant à l'âge où j'ai, quand je regarde ma progression avec le recul, c'est ça, c'était vraiment cette qualité d'apprentissage. Je pense que oui, évidemment aussi des qualités physiques, des qualités de coordination, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de coordination entre les yeux, puis le corps, puis les jambes aussi. Donc, ça, je pense que c'est rapidement quelque chose que j'avais. Puis, ce qui s'est passé, c'est, tu sais, quand tu es enfant, tu ne te poses pas plus de questions. Quand tu aimes quelque chose, puis en plus, tu as du succès, puis tu te sens que tu es bon à faire ce sport-là, ou que ce soit un art ou de la musique, ben, c'est plus facile de rester dans ce sport-là quand tu as un certain succès, puis que tu sens que tu es bon à ce que tu fais. Donc, moi, rapidement, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. C'est que euh, du moment où j'ai commencé à jouer au tennis, quelques années plus tard, j'avais du succès dans ce que je faisais. Donc, après, je me suis plus trop posé la question à savoir si c'était la bonne chose pour moi. Mhm. Oui, exactement. Mais écoute, Félix, on parle beaucoup de ton tennis et puis là, on va sûrement faire un petit transfert puis discuter avec toi
de la partie plus Ouais, humaine de Félix Auger-Aliassime, de tes projets. Donc, ouais. on va continuer à avoir cette conversation avec toi parce que je pense que, on vient de le dire, là, il y a du travail derrière le joueur, il y a aussi du travail derrière l'humain, puis on va en discuter ensemble. Donc, Félix, tu as un projet qui te tient à cœur depuis quelques années. Euh, je pense que tu y vas dans la semaine prochaine au Oui, Togo. C'est ça? oui, je quitte samedi pour le Togo. Je vais passer une semaine là-bas. Ce qui est important pour moi, parce que on fait des projets caritatifs, il y a évidemment l'implication financière, mais pour les enfants, pour l'organisation à but non lucratif sur place, les gens qui nous aident à ce que le projet se concrétise sur place avec des actions concrètes, c'est bien de voir les donateurs ou de voir les personnes qui sont impliquées en personne. Mhm. Donc, pour moi, c'est vraiment important. J'y étais il y a 2 ans. J'y retourne cette année. J'y serai dans le futur. Puis peut-être que le projet va changer d'année en année. Mais là, depuis 2020, on est vraiment pour moi, le projet est né déjà dans l'idée d'aider la jeunesse, d'aider les enfants à avoir accès à une meilleure éducation dans des régions du nord du Togo, Togo qui est pays d'origine de mon père. Donc, à la capitale du pays, c'est un peu comme chez nous, tu sais, c'est comme si, je sais pas, tu es à Montréal ou tu es à Québec, ben, tu as accès aux meilleures écoles, aux meilleures académies de tennis ou, dans notre cas, ou aux meilleurs services. Mais dès que Mhm. des fois, tu vas dans les régions, puis c'est encore plus vrai dans ces pays-là, ben, tu as un moins bon accès à l'éducation, à des services, des soins de santé de base. Il y avait beaucoup de jeunes filles aussi qui n'avaient pas le même accès à l'école que les garçons. Donc ça, c'était des défis importants. Puis il y avait en plus exemples, des rénovations de classes ou de fournir des kits scolaires pour les jeunes. Il y avait beaucoup de formations à faire. OK. Donc, on était en partenariat avec une ONG qui s'appelle CARE, qu'on avait sélectionné en famille, qui, en fait, eux, c'est ça, font beaucoup d'éducation sur place sur euh, c'est ça, comment agir avec les enfants à cet âge-là, puis c'est ça, donner l'accès aux filles, aux jeunes filles, puis il y avait beaucoup de formations à faire. Donc, c'est ça qui a été fait principalement. On était moins axé sur le sport précisément, mais vraiment sur l'éducation, parce que pour moi, c'est la base. C'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, parce que oui, je suis joueur de tennis, je suis sportif, mais avant tout, je suis un citoyen, puis je me considère même comme plus citoyen du monde. Je vais aller dans le monde où il fait bon vivre quand c'est le moment de ma vie de vivre là-bas. Puis, j'ai ma copine qui est aussi c'est ça, qui a un background multiculturel. Donc, Mhm. d'abord, on est citoyen, puis l'éducation, pour moi, c'est la base. Donc, avant toute chose, euh, pour moi, c'est vraiment la base d'une bonne société. Et Donc, Félix, c'est là-dedans qu'on... ouais, puis l'objectif de ce projet, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu veux aider la communauté, puis l'aider de toutes les façons, que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès à des meilleures conditions de vie. Et je pense que ton père, hein, Ouais. tu parles de valeurs, puis je ne suis pas surprise de te Mhm. voir impliqué à ce niveau-là. Ton père a ses valeurs aussi, et il a aidé énormément de jeunes par l'académie. Il a aidé plusieurs années. Gabriel Diallo, d'ailleurs, dans son académie. Il a fait vraiment par passion, puis parce qu'il croyait aussi, Sam, c'est quelqu'un comme ça. Euh, est-ce que je rêve ou je crois avoir entendu dire que aussi il aimerait euh, faire en sorte qu'il puisse se rendre le tennis accessible. On parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais de Ouais. aussi avoir un projet tennis au Togo. Éventuellement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de défis à ce niveau-là, mais il a fait plusieurs camps, en fait, pas juste au Togo, mais dans l'ouest de l'Afrique, en Côte OK? d'Ivoire, euh, notamment aussi. Il a fait des camps de tennis où il a sélectionné des jeunes. Il a appelé ça la Team Africa. OK. Donc, Super. il y a des jeunes qui ont été sélectionnés. Puis, tu sais, à cet âge-là, c'est pas vraiment par les qualités de tennis, mais c'est plus par l'investissement que le jeune a dans son sport, puis la passion qu'il va montrer dans son sport. Puis après ça, il y a des jeunes qui ont été sélectionnés, après, qui sont passés à l'académie à Québec. Donc, on a fait venir ces jeunes-là à Québec pour
leur faire découvrir autre chose. Puis même humainement aussi, pour eux, c'est un moment incroyable parce que c'est pas juste le tennis, mais de découvrir un autre pays, la neige, tu sais, puis de voir un système qui est complètement différent du leur. Ça leur a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de centre de tennis qui a été créé, il n'y a rien d'infrastructure, mais il y a en tout cas, il y a des expériences humaines qui ont été faites, qui continuent à être faites dans le tennis aussi là-bas au Togo. D'ailleurs, avec un autre de mes partenaires, parce que j'ai des partenaires qui m'aident dans ces projets-là, évidemment, que je dois remercier. Je ne pourrais pas faire ça seul. Tu sais, j'ai BNP Paribas qui triple l'argent que moi je donne pour l'éducation des jeunes au Togo. Puis Renault aussi, qui est un de mes partenaires depuis 2 ans maintenant, qui, eux, aident à rénover des terrains dans des régions en France. Puis moi, je leur ai proposé de rénover le terrain où mon père a découvert le tennis Wow. à la ville de Sokodé, dans le nord du Togo. Donc là, la semaine prochaine, il y a l'inauguration officielle du terrain là, qui a été rénové. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est une belle chose qui a été faite. Puis ça me fait beaucoup de bien. Puis je pense que j'en suis très fier. Mon père aussi, toute la famille, on est très fiers de ce que ça donne. Puis c'est fou, hein? C'est du concret parce que tu vas voir, tu vois le sourire chez ces Encore enfants. de Euh, plus grande façon, là, mais pour l'instant, Ah, oui. ouais, c'est génial. Puis pour toi, d'aller sur place en plus, sur le terrain de ton père, puis de voir à quel point vous allez être capable de vivre votre implication, puis votre changement, c'est Ouais, quel cadeau. Je trouve que c'est un cadeau que vous avez donné, mais que vous vous faites aussi, puis je trouve ça exceptionnel. Ah, ça donne, ouais. en tout cas, les images que j'ai vues, là, c'était vraiment, ça doit tellement être touchant pour toi, j'imagine, d'être Mhm. sur place. Le sourire que tu as au visage, je te souhaite en tout cas d'avoir autant de plaisir que la dernière fois, mais surtout le Ouais, plaisir que tu donnes partout où tu passes, hein. Je pense que ton sourire est contagieux, tu le sais. Ton bonheur, de te voir sur place là-bas, puis de l'impact que tu peux avoir peut-être. Puis je pense que en tout cas, c'est vraiment cool pour tout le monde de voir d'autres différences aussi, de façon que, comme on parle des difficultés de jouer au tennis ici, mais au Togo, c'est encore plus complexe. ouais. Ouais, mais ça, c'est des moments où ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite des choses. Ça me donne beaucoup de bonheur puisque ça donne aussi une perspective qui est intéressante. Tu sais, je pense que quand je vais là-bas, tu reviens. J'essaie de pas trop me plaindre en général Ouais. C'est au sûr. quotidien, mais ça donne. Puis je suis content puisque j'y vais avec ma copine, avec mon père, avec ma famille. Donc, Est-ce que le c'est- chien va être là, Félix? Parce que non, là, le chien, là, on pas le a voit. vu des photos, là. Il faut que tu nous expliques, là. Tu as une nouvelle personne dans ta vie. Mais je dis personne. Bon, on veut savoir. On veut savoir pourquoi ce chien, son nom. Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce que tu es le genre, et ça, là, si tu me réponds à oui à cette question-là, là, je veux une photo. Est-ce que tu es le genre que si je te croise à l'aéroport, tu as un sac avec le chien dedans? Oui, oui, Oh mon Dieu! euh, Je faudrait que je te veux une retrouve photo. une photo. Faudrait que je retrouve une photo. Il adore son sac en plus quand il voyage. Il se promène Je pense qu'on a. partout le plus souvent Ouais, possible. C'est pas évident là, non plus, là. c'est pas évident, mais Puis quand tu disais, ouais, c'est comme une nouvelle personne, franchement, j'avais pas eu de chien avant, puis c'est vraiment comme si c'est une personne parce que je pense que tous ceux qui ont un chien peuvent témoigner qu'on s'attache énormément puis à nos animaux de compagnie. Puis il est incroyable ce chien-là, on l'a depuis 2 ans maintenant. Il adore voyager, il est facile à voyager, il est toujours de bonne humeur, puis s'il veut pas jouer, ben, il est en train de dormir dans son sac. Donc, il est très facile, puis non, avec ma copine, on parle beaucoup de bons moments avec le chien. Là. C'est une belle addition dans notre vie. Puis est-ce que c'est un nom que vous avez trouvé commun, là? Dis-moi que c'est un nom qui n'est pas relié au tennis du tout, du tout, du tout. Il s'appelle Timmy. Timmy. Ah bon? Timmy, puis je sais plus comment. Je pense qu'on l'a eu, c'était déjà son nom, si je me trompe pas. Mais ça n'a pas été de ce que je me souviens, en tout cas, ça n'a pas été une grosse discussion. Là, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de liste. T'as pas acheté Euh, un livre avec tous les prénoms qui commençaient par A, par non, B? non, Non, non. t'étais pas Il n'y a là-dedans, là. pas eu de liste Pinterest ou quoi que ce soit. Non, ça a été assez facile. Bon. Bon, Ouais, tant mieux. Timmy.
Fait que là, Félix, tu es à Montréal, tu vas aller faire un Ouais, tour au Togo. ouais. Après ça, tu t'en vas t'entraîner. Où est-ce que tu vas être basé pour faire ton entraînement de Donc, je pré-saison? m'entraînerai à Monaco, comme je le fais depuis 2019 maintenant. Euh, je m'entraîne tous les hivers à Monaco. Puis en fait, même, je vis là-bas toute l'année. Ben, je dis toute l'année. Je suis pas mal plus sur la route qu'à la maison. Donc, c'est plutôt à chaque fois que je suis pas sur la route, je suis là-bas pour m'entraîner ou me reposer. Puis maintenant, je me sens bien là-bas. Franchement, c'est vraiment devenu mon chez-moi, tu sais. Puis c'est plutôt ma famille qui vient me voir quand ils peuvent, parce que je viens pas vraiment pas souvent à Montréal. Donc, je me suis fait une vie là-bas quand je suis pas en tournoi. Puis non, c'est ça, je me sens bien. Puis c'est sûr on est bien là. En tout cas, au niveau du climat, on est mieux que. Ouais, C'est ce que j'allais dire. je comprends. Mais écoute, tu parles de ta famille, Félix. On a parlé que tu as des projets, puis on voit que la famille est impliquée dans tous ces projets-là. Je pense que la Mhm. famille prend un peu plus d'espace aussi. On a vu ton père plus en tournée avec toi. Je pense que ta mère aussi commence à t'aider, te supporter. Toi, je crois que tu veux un peu Ouais. plus prendre ta carrière en main, puis comprendre peut-être la partie externe de ton sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, parce que c'est une évolution qui est normale. J'ai commencé, j'ai joué mes derniers tournois juniors en 2016. Donc, tu sais, c'est très tôt. Puis après ça, tout de suite, j'étais lancé sur le circuit professionnel. Mais je suis pas le même joueur, pas la même personne que j'étais quand j'avais 18, 19 ans. Donc, il y a une évolution qui est normale au cours d'une carrière où, surtout dans le sport individuel, où on devient patron de notre carrière, patron de notre entreprise, si on veut. Puis moi, autant sur le terrain qu'en dehors, j'essaie d'être un leader dans mon comportement, dans les décisions que je prends. Puis après ça, je délègue des choses à des gens qui sont compétents dans leur domaine autour de moi. Mais l'important pour moi, c'est ça, c'est d'avoir une idée claire à tout ce qui est relié au tennis, de où je veux aller, quels sont mes objectifs, quel niveau d'exigence je veux mettre autour de moi dans tous les entraînements, dans tous les matchs. Puis après ça, à l'extérieur du tennis aussi. Là, on a parlé des œuvres caritatives, mais après, dans le domaine du business aussi, je veux continuer à apprendre, continuer à m'éduquer pour prendre des décisions éclairées. Mais aussi, c'est ça, de m'entourer de personnes, je pense, qui peuvent m'aider là-dedans. Ma famille, la famille, pour moi, ce qu'on ne pourra jamais vraiment retrouver ailleurs. On le retrouve des fois, mais avec mon père et ma mère, il y a pas de limite à la confiance, à l'amour, évidemment, qu'on a avec les membres de notre famille. Donc, ils sont toujours, souvent, on est toujours prêt à tout pour notre famille. Donc, à n'importe quel moment de ma vie, de ma carrière, mes parents sont prêts à m'aider. Mon père dans le tennis, puis même, je dirais, mon père, il va des fois pas me parler de mon service, mais on va s'asseoir après un entraînement ou un match, puis on va parler plus du côté psychologique, de la vie même en général. Puis ça m'aide beaucoup après, même sur le terrain. Ouais. Ma mère, on parle moins de tennis, mais elle m'aide aussi dans toute l'organisation à côté qui en demande beaucoup. Là. C'est tellement important là, d'être entouré des gens de confiance, puis comme ça, Mhm. pour toi aussi, j'imagine que c'est sécurisant de savoir que tu peux toujours compter sur eux, peu importe où ce que tu te situes, où ce qui se passe, euh, c'est vraiment cool. Puis tu disais que l'année prochaine, donc tu commences en Australie à la Coupe Ouais, United, c'est ça? ouais, Puis, exactement, ouais. est-ce que de toutes les leçons que tu as apprises en 2024, comme tu nous parlais un peu plus tôt, comment tu approches la prochaine saison? C'est quoi tes objectifs? Pas juste sur le tennis, mais parce que, Ouais, comme tu disais, il y a... ouais. Mais non, c'est principalement sur le tennis parce que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'en même temps, du même fait que j'ai plusieurs intérêts, que je m'intéresse à plusieurs choses, le tennis demande beaucoup d'énergie, puis pas juste physique, mais émotionnelle. C'est ça que j'ai appris aussi. Des fois, je m'amusais à regarder autre chose, à faire autre chose. Puis arrive l'entraînement, arrive le match, tu sens que tu es un peu moins éveillé ou ton énergie décisionnelle, si on veut, là, est un peu en manque. Donc, euh,
j'ai essayé de me recentrer ces derniers temps à me dire, OK, j'ai 24 ans aujourd'hui, c'est quoi mon objectif principal? Qu'est-ce que je veux faire? C'est le tennis, je veux être le meilleur joueur de tennis possible. Puis après, j'aurai du temps pour faire autre chose. Donc, j'ai appris aussi à vraiment bien déléguer ou à mieux déléguer certaines tâches à d'autres personnes. Comme ça, moi, quand j'arrive justement en Australie, ou même ça va commencer avant dans ma préparation à la maison, tous les jours, je me lève, puis je garde toute mon énergie pour les entraînements de tennis, puis pour les matchs de tennis. Donc, ça, c'est une chose, une leçon que j'ai appris. Puis, l'année prochaine, quand je vais bien physiquement, quand j'ai eu le temps de me préparer pour les tournois, de m'entraîner, de passer du temps sur le terrain, je sais que je peux bien jouer. Mais c'est vraiment au niveau mental, je dirais que je trouve que j'ai encore une marge d'erreur. Puis, c'est pas dans le fait de dire que j'ai pas eu des écarts, des gros écarts de comportement dans ma carrière où je dis que j'ai un mauvais comportement. Mais c'est des choses qu'on voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, où à des moments, j'ai été très dur envers moi-même, Mhm. des fois d'une bonne façon, mais des fois, ça m'a desservi parce que, justement, je sais pas, j'allais perdre un premier set ou j'allais perdre j'allais me faire breaker, puis être pas content de ce qui s'est passé plus tôt dans le match. Puis on dirait que ça restait longtemps avec moi. J'avais du mal à passer, j'avais du mal à presque me le pardonner, si on veut. Ouais, ouais. Donc après ça, j'étais plus disponible. Le match continue, mais mon esprit est encore Mm. sur quelque chose qui s'est passé quelques jeux plus tôt. Puis c'est surtout, j'essaie toujours de comprendre. Puis c'est ça aussi le problème, c'est que je me dis, OK, je perds le premier set, puis je suis assis, puis je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que je perde le premier set? Puis, il y a beaucoup d'entraîneurs même qui vont encourager ça. Puis c'est vrai, de dire, il faut que le jeune il comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que je me suis dit, il y aura beaucoup de temps après le match pour parler de tout ça. Puis si je suis pas en train du moment où je suis en train de penser à ça, je suis pas en train de penser à ce qui se passe en ce moment, puis je suis plus disponible. Puis des fois, ça m'a coûté des matchs. J'ai senti, après le match, je me suis dit, pendant quelques jeux, j'étais psychologiquement moins présent. C'est ça que je veux améliorer. Puis je pense que les tout meilleurs joueurs font bien. Euh, Rafael Nadal qui prend sa retraite, là. Je pense que pour moi, lui, c'est l'exemple parfait pour ça. On parle de, évidemment, sa qualité physique, son coup droit. On parle de son mental, mais on ne parle pas de son mental pour moi sur le point que je viens de dire. Pour moi, c'est comme son super pouvoir, là, si on veut. Ouais, ouais. Cette capacité à jouer tous les points, peu importe ce qui se passe, comme si c'était le premier point ou le dernier point du match, là, peu importe, mais son oncle, il disait toujours comme si c'était le dernier point de sa vie. Bon, c'est un peu extrême, mais ça donne une image qui est la réalité, c'est que lui, il pouvait jouer un jeu terrible ou vraiment un mauvais niveau de jeu, en plus pour le joueur qu'il est et tout le palmarès qu'il a. Mhm. Mais après, il allait jouer le prochain jeu comme si c'était rien passé, puis il pouvait faire des coups incroyables, puis un jeu formidable. Puis tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir presque aussi mal il y a 5 minutes, puis là, 5 minutes plus tard, tu fais des trucs de génie. Euh, Mais mais ça ça, je pense. demande, Félix, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Puis ce qu'on parle souvent avec Marie-Ève quand elle jouait, c'est ça demande une discipline et une Mhm. clarté d'être capable d'être comme ça aussi. Tu sais, il faut que tu te fasses confiance, mais il faut que tu sois tellement discipliné pour que tu joues un point, OK, tu l'as perdu, puis là, on passe à d'autres choses. As-tu l'impression que quand tu étais plus jeune, si tu te ramènes encore à un plus jeune âge, que tu Mhm. avais cette spontanéité-là qui peut-être, avec le temps, les attentes, les résultats, ben, ça a commencé à être beaucoup plus présent et est-ce que tu veux revenir à cet aspect-là que tu avais peut-être quand tu étais plus jeune? Euh, j'ai toujours été émotionnel, très près de mes émotions depuis tout petit. Euh, je ne sais pas juste dans le tennis, moi je peux regarder un film, une série, puis je peux pleurer ou euh, Dans quel film t'as pleuré, là? C'est quoi le dernier Où il y a film un qui t'a chien, fait? c'est sûr. non, dans le film où j'ai pleuré. Récemment, non, mais je dirais The Notebook. Ah Je me suis ouais. pleuré. Le Lion aussi, un film avec un jeune qui quitte sa famille en Inde, qui quitte Ouais. sa famille, OK, perd là, sa je famille. pensais que tu allais me dire The Lion King. Là, je dis, ben là, Non, pas de Félix, Lion on arrête King. ça, là. Non,
Ben, moi, j'ai pleuré dans le Lion King, Ah, là. OK, Ben, qui n'a super. pas pleuré dans On peut pleurer aussi dans dans la le Roi vie. Lion, là? C'est sûr, On là. juge personne, on peut Non, pleurer. exactement, on Tous les peut films pas. On de peut pleurer avec Disney. Nemo aussi. Ouais. Ou, Ah, oh, moi, voilà. j'ai pleuré. Là, Keep Swimming, écoute, je me pouvais plus, là. Vraiment, j'étais dedans, moi aussi, pour Nemo. Ouais, mais Mais c'est vrai que Exact. tu es près de tes émotions depuis que tu es jeune. Puis, Mais tu sais, j'aime ça jouer avec les émotions. Tu sais, puis quand je suis ici, mettons, je passe un bon moment avec des personnes, tu sais, je ris fort, puis tu sais, sans retenue, tu sais, j'aime ça, tu sais, ça, je sens ces choses-là, puis j'aime ça vivre avec des émotions. Mais j'ai dû apprendre au fil des années à me servir de ces émotions-là d'une bonne façon sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, oui, des fois, tu sais, je fais pas toujours sur le terrain, tu sais, mon comportement, tu sais, j'ai pas une réaction qui est toujours la première réaction ou la première chose qui me vient dans la tête. Tu sais, j'ai appris un peu à me contrôler ou à maîtriser mes émotions pour pas aller dans des excès soit d'euphorie positive ou de frustration, tu sais, parce que le tennis te demande à être présent sur tous les points du match, ou presque, ou en tout cas les points importants. Puis j'ai appris que si tu si tu fais trop l'ascenseur émotionnel, c'est dur après d'être lucide au moment important, que ce soit dans un match ou quand tu arrives en milieu de tournoi ou en fin de tournoi. Donc, ça m'a servi beaucoup, cet apprentissage-là. Puis je continue à essayer de le peaufiner, continuer à essayer de me connaître mieux. Là. Ouais. Question pour toi, Ouais. Félix. Justement, quand tu te fâches, là, parce que moi, j'ai vécu en France, OK, pendant 10 ans, puis c'est un gros problème pour moi parce que j'ai pris l'accent français. Puis là, quand je revenais ici, je me faisais niaiser. Mais si je parlais en québécois en France, il fallait que je répète 10 fois où on riait de moi, puis ça me tapait ses Ouais. nerfs. Ouais. Donc, toi, qui es à Monaco Ouais. souvent, maintenant, Ouais. premièrement, est-ce que ça t'arrive? Puis deuxièmement, quand tu es sur le terrain, puis que tu es fru, puis que tu es fâché, c'est quoi les mots qui te viennent en tête? est-ce que tu réagis en français ou tu Que réagis tu en dis pas québécois? à haute Non, voix. il y a Ouais. il y a des bons jurons québécois qui sortent. Je sais pas là, sur le podcast si je peux les dire parce que Ah, c'est. lâche-toi. Non, Je mais sais pas si je peux dire tabarnak ou si on est Ouais, ouais, ouais. Et en plus, fermé, mais t'as pas d'avertissement quand tu dis ça à l'ATP, non? À c'est part si tu vrai. joues à Montréal, peut-être, là, mais sinon, personne ne te Euh, comprend. non, donc c'était sorti une fois, il y avait un match, je jouais à Halle sur le gazon, puis ça avait fait le tour des médias québécois, tout le monde adorait parce que, tu sais, je sais pas ce que j'avais dit, là, tu sais, j'avais perdu un point, là, puis on avait entendu au micro parce que j'étais genre à côté du micro, puis j'avais Ah, dit, genre, je me rappelle. de calice ou. Mais ça fait du bien, là, ça se remplace pas, Ouais, ça, ouais, c'est c'est ça. ancré, hein? C'est bon. Tu sais, faut pas. Ben, il me semble C'est que tu ça. es plus dans l'émotion quand tu dis ces mots-là que de dire ah merde. Non? Il me semble. Ouais. Je sais Non, pas. non, c'est profond, là. Tu sais, les gens étaient comme. Le gars peut sortir du Québec, mais le Québec sort jamais du gars, tu sais. Puis Euh, les gens adoraient ça. Puis je pense aussi que c'est vrai que c'est ça, ça sort pas souvent. Puis je pense que c'est ça que les gens ont apprécié, c'est que tu sais, si tu dis ça à chaque match, puis tu sais que c'est tout le temps, ben, ça fait genre, OK, c'est pas de classe, le gars, tu sais, mais tu sais, une fois de temps en temps, tout le monde peut comprendre parce que on est tous humains, puis c'est ça, nous, c'est notre façon, en tout cas au Québec, que le méchant sorte. Mais c'est vrai que oui, comme tu dis, au niveau de l'accent, j'ai le même problème. J'ai des entraîneurs français autour de moi. Je passe beaucoup de temps à Monaco, en France, en plus depuis un jeune âge. Puis tu te fais pas prendre au sérieux. Puis c'est rien contre. Moi, c'est pas genre de renier mes origines ou que j'ai pas de fierté d'être québécois. C'est juste que si tu changes pas ton accent, les gens ils écoutent pas vraiment ce que tu dis. Ils écoutent juste ton accent. Puis tu te fais pas prendre au sérieux. Puis moi, j'ai trouvé que c'était un frein à certains moments. Donc, ben, j'ai fini par changer mon accent quand je parle avec des Français, quand je parle avec mes entraîneurs. Puis maintenant, j'ai même pas y penser, ça se fait automatiquement. J'ai du mal même à parler québécois avec un Français. Donc, puis dès que je reviens au Québec, ou ben, là, quand je parle avec vous, dès que je suis avec ma famille, ben, mon accent naturel revient. Là. Mais c'est ça, c'est un exercice que tu apprends à faire. Mais c'est drôle parce que si on passe du français à l'anglais, les gens comprennent ça, l'anglais au français, mais
on a de la difficulté à comprendre que, ben, la langue, elle est différente. La compréhension, moi, bon, j'ai pas l'accent, je suis désolée. Je me suis fait traiter de maudite française très vite, quand je suis arrivée au Québec, mais je suis née à Toulouse, je suis née, à Tarbes, donc je suis française de naissance, mais c'est vraiment différent. Tu vas en France, tu te fais dire: «Ah, vous êtes québécois», et là, tu t'en viens ici, puis c'est comme, bon, il y a l'accent français pour qui se prend. Mais non, c'est un ajustement qui se fait. Puis, bon, tu disais que tu habitais Monaco, c'est ta Mhm. résidence maintenant. Puis on se posait la question avec Marie-Ève, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer le prince de Monaco? Oui, une fois, il y avait une activité qui était organisée avec le tournoi, en fait, au tournoi de Monte-Carlo en avril. Mais en fait, tous les résidents monégasques, on est plusieurs joueurs maintenant, du top 20, du top 30 qui résident à Monaco. Il y a qui Euh, exactement? Avec qui tu t'entraînes quand tu es à Monaco? une grande liste de joueurs, je pourrais les passer. Exemple, Holger Rune, Musetti, Dominor maintenant qui est là, Cameron Norrie, Zverev, Berrettini, Dimitrov. C'est quand même. Euh, non, non, ça continue. Puis il y en a d'autres, là, je veux dire, Djokovic, je pense, qui est là souvent. Djokovic, il passe plus trop de temps, mais peut-être OK. qu'il est là. Mais dans ce cas, puis même dans la plus jeune génération, là, on est beaucoup de joueurs là-bas. Donc, ben, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais choisi de m'installer là-bas. C'est qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui s'entraînaient. Puis le Prince, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, mais bon, c'est très formel. Je veux dire, on n'est pas allé prendre un verre après, là, puis on n'est pas allé se prendre une pizza. Là, c'était très formel, donc protocolaire. Mais oui, je veux dire, c'est, il met des choses en place, en tout cas pour les sportifs de haut niveau. Là, je pourrais vous dire aussi que il n'y a pas juste des joueurs de tennis, c'est des cyclistes professionnels, OK. des pilotes de Formule 1, beaucoup des sports individuels qui se passent en Europe ou partout dans le monde. Parce que, bon, évidemment, les sports d'équipe, ben, tu es salarié d'une équipe, puis tu joues la moitié des matchs à la maison, puis la moitié à l'extérieur. On pense au sport américain ou même le football en Europe. Euh, Tu vas être dans la ville pour laquelle tu joues. Mais quand tu as la liberté de vivre où tu veux, Monaco, vraiment, puis le prince qui lui-même est qui était sportif avant, puis qui adore le sport, vraiment mis des conditions en place pour accueillir des sportifs de haut niveau. Donc, on se retrouve tous là-bas. Il y a même, on a même un groupe WhatsApp, petite anecdote, on a même un groupe WhatsApp Monaco Athlete Community. Ah ouais, wow. Ouais. Donc, on a un groupe WhatsApp qui a été créé par Thomas Johansson qui vit là-bas, qui est un ancien joueur de tennis, maintenant entraîneur de Nishikori, il a entraîné David Goffin aussi. Puis, bref, il a créé un groupe, c'est ça, pour lier tous les athlètes dans la principauté, puis à faire, mettons, les joueurs vont s'écrire pour aller jouer au paddle ou aller faire un circuit de course de voiture ou je ne sais pas, ou de karting. Donc, c'est assez cool. C'est assez cool. Puis maintenant, je vais au gym, puis je croise des pilotes de Formule 1, puis je discute un peu avec eux. Donc, Ah, c'est fun. Y en a-tu en particulier que tu as eu la chance de rencontrer? Quelqu'un qui t'a. ouais, ça donne. Oups, je pense que ça a coupé, là. Désolée. Ouais, mais c'est une Non, non, belle communauté, en tout cas. Oui, ouais, ça a l'air vraiment le fun. Y a-tu quelqu'un en particulier qui t'a impressionné, que tu as eu la chance de rencontrer dans les dernières années? hum, Ou quelqu'un que tu aimerais rencontrer, peut-être? ouais, non, que j'aimerais rencontrer. Ben, il vit là-bas en plus, mais Lewis Hamilton, il vit là-bas. Je l'avais croisé une fois en courant. Fait que, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Mais, euh, mais lui, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire, autant dans son sport qu'à l'extérieur de son sport. Ça serait quoi la première question que tu aimerais poser à Lewis Hamilton si tu le croises, pas sur un tapis roulant, évidemment, mais à le croiser ou tu prends un café avec lui, c'est quoi la première chose que tu lui demandes? Mais d'ailleurs, j'ai posé cette question-là dans le tennis, là, des joueurs de tennis de très haut niveau, puis je pense que ce serait la même. C'est que moi, je suis toujours intéressé à savoir s'il y a une question, c'est pourquoi eux, ils estiment qu'ils ont pu se différencier des autres. Parce que ce soit dans un sport, que ce soit dans le business, y a, maintenant, avec l'information qui est partagée, tout le monde connaît les fondamentaux Mhm. à faire.
Tout le monde sait s'entraîner, se préparer. Tout le monde met des gens compétents autour d'eux. Mais c'est ça, moi, la question que j'ai pour ces gens-là, que ce soit lui ou j'avais posé la question à Rafael Nadal, à Federer, c'est pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent qui les différencie de d'autres? Puis j'aime ça. Puis chacun a peut-être sa réponse, c'est pas toujours la même réponse, mais j'aime ça récolter, c'est ça, des informations à savoir que pourquoi eux, ils estiment qu'ils ont un résultat différent puis qu'ils ont pu être dans le 1%, là, tu sais. Si on te pose la question à toi, qu'est-ce que tu répondrais? Euh, c'est ça une question, une multiple réponse, mais parce que ça dépend. Si on parle du tennis, moi je dirais, tu sais, dans le tennis, dans mon sport, c'est vraiment ce que je connais de mieux. Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Puis Nadal me dit un peu la même chose. C'est vraiment cette capacité-là à être, à accepter la difficulté, à accepter l'erreur, puis à ce que ça soit jamais un frein à la conviction, à la confiance en soi, puis au fait d'être disponible le prochain point, le prochain match, le prochain tournoi. Euh, Parce que lui, il me disait essentiellement que ce qu'il pense qu'il le fait gagner beaucoup à certains moments, c'est que jamais il s'est dit, bah là, tu sais quoi, cette semaine, je me sens pas bien, ou je suis pas en forme physiquement, ou je suis malade, ou j'ai pas des bonnes sensations, j'aime pas les conditions. Fait que c'est pas ma semaine, puis la semaine prochaine, ça va mieux. Il dit, du moment où tu penses ça, il dit, la prochaine semaine, c'est plus compliqué que la semaine d'avant, puis ça Ouais. devient de plus en plus compliqué. Donc, il dit, c'est vraiment de, peu importe les conditions du moment, si tu es sur le terrain, c'est de garder le même état d'esprit ou le même standard dans son état d'esprit, même si le niveau il change, parce que le niveau il va changer, puis les Ben oui. conditions elles vont changer. Mais c'est vraiment ce qui compte, ce que tu contrôles dans ta tête là, qui est important. Puis lui, je trouve que c'est ce qu'il a fait vraiment à un très très haut niveau. Puis il dit, lui, c'est tous les matchs où je jouais pas bien, où je n'étais pas bien, puis que j'ai gagné. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Donc essentiellement, je pense que si on ramène ça de façon plus large, c'est dans la difficulté, dans les moments plus compliqués, que je pense que ces gens-là se différencient. Puis je pense que c'est comme ça aussi que moi, j'estime que je peux me différencier des autres dans le futur. C'est des défis comme j'ai vécu dans les 2 dernières années avec soit des blessures ou des contre-performances. Ben, je vais me différencier des autres en étant capable de rebondir de ces moments-là, en étant capable ben, c'est ça, de danser sous la pluie, si on veut, ou d'être capable de rester stable malgré la tempête des fois. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui différencie. Et Félix, si justement tu avais un conseil à donner au jeune Félix, tu disais tout à l'heure que une de tes qualités, je pense que c'est une de tes grandes qualités, c'est que tu es capable de t'adapter, peu importe aux situations, au contexte, et d'être capable de toujours revenir vers toi pour trouver des solutions. Mais tu l'as dit, j'ai progressé. Il y a des choses que j'ai su à 14 ans, à 17 ans, aujourd'hui, à 24 ans. Je suis encore jeune, je vais continuer d'apprendre. Mais si tu retournais au jeune Félix de 10 ans, de 8 ans, Mhm. qu'est-ce que tu dirais au jeune Félix aujourd'hui? Franchement, j'ai pas beaucoup de regrets, je veux dire, j'ai pas de... Je changerais rien. Je changerais rien parce que... Ben, je changerais rien parce que j'ai essayé toujours de donner le meilleur de moi-même. Puis, les erreurs que j'ai faites, c'est pas des erreurs où avant je savais que j'étais en train de faire une erreur. C'était pas volontaire de dire, je sais pas, c'est comme si tu dis que tu vas faire un gros excès de vitesse, par exemple. Ben, tu sais que c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Puis là, tu fais un accident, puis ben, la prochaine fois, je vais conduire moins vite. Mhm. Mais si tu essaies toujours de donner le meilleur de toi-même, puis les erreurs que tu fais, c'est des erreurs, je veux dire, involontaires, puis des erreurs de parcours qui sont normales, ben, il n'y a pas de regret à avoir parce que justement, c'est des moments où tu as probablement énormément appris, où tu t'es amélioré. Donc, j'ai pas de regrets. Puis si j'avais à parler c'est ça, à À- ma à- personne quand j'avais 10 ans, je lui dirais de continuer, je lui dirais de prendre plaisir. Euh, on le dit souvent, mais c'est vraiment important parce que de le répéter, de ne pas oublier de prendre du plaisir, puis d'apprécier euh, tous les jours, les matchs, les entraînements. Ça ne va pas durer pour toujours. Euh, pour moi, j'ai essayé de comprendre ça assez vite pour me dire que je ne veux pas jouer au tennis toute ma vie, puis d'essayer de profiter de ces moments-là. Puis je pense que d'année en année, quand
j'entre sur un terrain devant un stade rempli ou que j'ai l'occasion de jouer un très gros match, j'essaie de profiter de ces moments-là. J'essaie c'est ça, de faire comme une image mentale là, pour pouvoir après les visualiser dans mes souvenirs. Donc, je me disais de faire ça encore plus, je dirais encore plus jeune. Ouais. J'ai une question pour toi, Félix. Ouais. Quand tu joues, parce que tu sais, on dit tout le temps que les athlètes, les tops, sont vraiment dans leur but, sont concentrés. Mais moi, j'ai déjà joué, puis je sais que des fois, il peut y avoir 10 000 idées là, qui nous passent Mhm. dans la tête. Puis que des fois, on a. Mais moi, je suis curieuse. Toi, est-ce que des fois, tu vas remarquer des gens qui sont dans les estrades? Est-ce que tu vas entendre ce qui se passe? Ou est-ce que tu es vraiment, vraiment dans ta bulle? Parce que j'en ai une à côté de moi qui était à Paris aux Olympiques, là, puis elle voulait pas te déranger. Puis elle J'ai dit, vu en plus, c'est vrai. Ah, je le savais. Écoute, le pire, quand j'ai vu mes sièges, premièrement, le bonheur pour moi, je dis yes, je vais être là pour le match de Félix. Et là, je regarde mon amie Florence, je dis OK, où sont nos sièges? Et je fais ah non, 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 non. Je suis pas juste à côté, je suis face à Félix. Je Quand je suis assis m'assois, exact, je m'assois au changement de côté. Et là, je me suis dit, OK, je veux pas croiser le regard, mais je veux croiser le regard, je veux dire que je suis là pour lui. ouais. Puis là, je me suis dit, non, OK, il faut pas qu'il me voie, mais tu m'as vu. Mais oui, je t'ai vu, puis c'est ça que des fois les gens réalisent pas, puis ma famille ou ma copine, on en parle des fois, elle dit je peux pas croire que tu as entendu ça ou que tu as vu telle personne, puis je dis écoute, je dis, même si on est dans notre bulle, tu sais, pendant un point, je vois rien d'autre que la balle, là, mais il y a plein de moments où on a surtout dans le tennis, où tu as des moments de réflexion, entre les points, entre les jeux, quand tu es assis au banc, où il y a des pensées qui vont venir. On est humain, tu peux pas empêcher que des pensées viennent. Après, tu vas te reconcentrer. Puis mhm, aussi de voir des gens. Puis c'est pour ça que quand je suis assis au banc puis que je regarde devant moi, ben, à un moment, je croise des regards. Puis si je vois quelqu'un que je connais, ça m'est arrivé des fois, oui, j'ai appris aussi, ça m'a un peu perturbé des fois, dans certains tournois, tu vois quelqu'un d'important ou quelqu'un que tu as déjà vu à la télé, une star, puis là, tout d'un coup, t'as comme un point dans ta tête, tu dis, ah, il faut que je joue bien, là, où tu commences à stresser un peu plus qu'il faut, donc j'ai appris à gérer ça, mais c'est sûr que, je sais pas, quand j'avais 18-19 ans, que la première fois que j'ai joué, je sais pas, sur le central de Miami ou le central d'un grand chelem, ça peut te perturber un peu, mais ce qui est bien, c'est d'avoir eu ces expériences-là tôt. Aujourd'hui, à 24 ans, je me sens à l'aise, puis je me sens bien dans mes souliers sur n'importe quel cours de tennis au monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'il faut quand même se sentir soi-même, il faut se sentir léger, il ne faut pas se sentir qu'on est en train de penser à comment on marche, comment on bouge, puis comment on boit notre eau. Faut être naturel. Puis là, je me sens moi-même quand je suis sur le terrain, puis c'est ça qui est bien. Mais ouais. je suis contente que ça n'a pas changé ta façon d'être, mais je sentais que les regards s'étaient Non, mais croisés, puis c'était un beau privilège pour moi, en tout cas. dans ton cas, j'étais contente de te voir. Parce que, on a passé des bons moments quand j'étais petit, quand tu m'entraînais à certains moments. Donc, de voir que tu étais là à un match aussi important, non, ça m'a fait plaisir. Au contraire. Ouais, c'était Mhm. super. Puis tu le dis, Félix, un match aussi important. On peut maintenant dire que tu es médaillé olympique. Et je sais à quel point les Olympiques, c'est important. Comment tu as vécu Paris? Au-delà du fait que c'était dans un temps de la saison qui n'était pas facile pour personne, je suis Ouais. certaine que c'est quelque chose que tu voulais faire. Tu es maintenant médaillé olympique. Comment tu as vécu ça, là, ces Jeux à Paris? C'est c'est vrai qu'avec une année qui a eu des hauts et des bas, on en parlait tout à l'heure, c'est le moment marquant de mon année, puis même des dernières années de ma carrière, on peut dire, parce que tu commences des Jeux olympiques, déjà, tu as la chance d'être aux Olympiques, c'est un accomplissement en soi dans une vie, puis c'était mes deuxièmes Olympiques, puis là, en plus, ben, à Tokyo, c'était le COVID, il n'y avait pas de public, donc c'était pas la même ambiance, puis quand je suis arrivé sur le premier match, puis c'était une ambiance qui était complètement différente. Donc, à Roland-Garros, mais c'était pas Roland-Garros. Puis, on dirait que le public, c'était peut-être moins des amateurs de tennis, mais c'était des gens qui venaient voir les Jeux olympiques. Mhm. Et quand tu penses à ça, tu dis, déjà, les gens qui vont voir les Jeux olympiques en personne dans leur vie, c'est rare. Mm. Et si tu as l'occasion de les voir, tu as peut-être voir les Jeux olympiques une fois en personne dans ta vie. Donc, j'ai un peu comme l'impression qu'il y avait comme un moment de partage sur le terrain où pour le joueur qui vient jouer des Jeux olympiques, pour le public qui dit
c'est peut-être, je sais pas, le seul match de ma vie d'Olympique que je vais voir de tennis, ben c'est comme, t'as l'impression que tout le monde partage un moment unique, un moment spécial. Donc, ça a été vraiment ça l'ambiance, tout le tournoi. Puis en plus, t'en veux la chance, c'est comme, tu veux, pas que tu veux pas perdre, tu veux vraiment gagner parce que tu veux te donner la chance de jouer le plus de matchs possible, de vivre ça avec le public le plus de matchs possible. Puis moi, j'ai joué 6 matchs, donc si je peux pas jouer plus de matchs, puis en plus, j'ai joué le double mix. Donc, ça a été une semaine chargée en émotions, évidemment, beaucoup de tennis, pour finalement, à la fin, l'objectif, c'est ça, c'est de rapporter une médaille pour le pays, pour toi-même, pour ta carrière. Mais à la fin, d'avoir pu contribuer au compte de médailles du Canada, c'était toute une fierté. Toute une fierté pour moi, en tout cas. Ouais, Puis tu joues souvent bien pour le Canada, non? Parce que tu es champion Coupe United, Coupe Mhm. Davis, médaillé olympique. Pourquoi tu penses que tu joues bien quand tu représentes le Canada ou quand tu joues en équipe? Ben, c'est ça, c'est j'en parlais cette année avec mon équipe, à la fin de l'année, avec euh, ma préparatrice mentale qui m'aide à ce niveau-là aussi. Puis, euh, je me disais, mais cette année, ou souvent en tout cas, c'est ça, pourquoi je joue bien quand je joue pour le Ouais. Canada? Il y a d'autres moments où je joue moins bien, où je sais pas, je gagne pas. Puis je pense que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il arrive un moment quand je joue pour quelque chose qui est plus grand que moi. euh, euh, je pense que certains joueurs, ça va justement, le stress ou la pression, ça va être le résultat inverse, ça va Ouais. euh, comme les bloquer ou les figer. Mais moi, j'arrive à trouver un niveau de motivation, de concentration. Puis, comme on en parlait tout à l'heure, j'arrive à vraiment pardonner mes erreurs. J'arrive durant le match, à pardonner mes mauvais coups parce que je me dis, j'ai une responsabilité qui est plus grande que moi-même. C'est pas le moment d'être négatif, c'est pas le moment de s'en vouloir pour une erreur parce que c'est le moment de compétitionner, de se battre sur tous les points jusqu'au dernier point pour vraiment représenter le pays ou représenter quelque chose qui est plus grand moi-même le mieux possible. Donc, c'est ce que je réalise maintenant, je le savais pas. Moi, je commençais à la Coupe Davis, les Olympiques, puis j'y pensais pas comme ça, mais je pense que maintenant, avec le recul, je me dis, je pense que c'est ça qui fait que j'ai connu du succès, en tout cas, dernièrement, dans des compétitions par équipe ou quand je joue pour le Canada. ouais, C'est puis intéressant. l'atmosphère était vraiment particulière. Puis une anecdote, je suis à l'aéroport parce que je suis arrivée je suis partie le jeudi, arrivée le vendredi, je suis revenue le lundi pour couvrir l'Omnium Banque Nationale. Et je suis à l'aéroport, puis j'entends des gens qui font OK, là, on va aller chercher des billets pour tel endroit. Puis là, mais là, il faudrait qu'on aille au tennis. Puis là, je les écoute, puis je dis, vous savez que joue. Félix joue. Là, le monsieur parle à sa femme, va chercher des billets sur le site. Là, j'ai dit, écoutez, il va jouer, il va être pour la médaille de bronze en double mix, il va être là pour le simple. OK, il va être là pour le simple. Mais c'était tellement drôle parce qu'on est atterri, il est parti chercher ses bagages, il m'a texté après ce qu'il voulait mon numéro, il dit, on a réussi à avoir des billets, on va être là à son match, ça va être super. Fait que quand tu dis que, Incroyable. je te jure, tu vas chercher des gens qui, justement, ils vont là pour les Olympiques, mais Ouais, ce système d'appartenance, de dire oui, on va ouais, voir Félix, mais on va voir notre Canadien. Ben ouais. Ce que Félix dit qu'il vit, lui, en tant qu'athlète, mais les gens qui vont pour les Olympiques, c'est la même chose. C'est le drapeau, c'est ouais, c'est le pays, c'est cette représentation-là. Puis l'énergie, écoute, j'ai ouais, rarement vécu ça, même moi, de ouais. l'extérieur, là. Ouais, du premier au dernier match, c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment dès le premier tour jusqu'au dernier match. Donc, une ambiance unique. Puis, ça, cette représentation-là, je pense que des fois, moi, je suis c'est mon quotidien ou des fois, je suis dans ma bulle, dans mon monde avec mon équipe. On est comme un petit cirque là, qui voyage de semaine en semaine. Mais des fois, quand je discute avec ma famille ou avec des proches, puis, qui me parlent de ça, de témoignages qu'ils ont eu d'amis à eux ou de proches, puis là, tu vois qu'OK, il y a des. Moi, j'y pense même pas des fois, mais il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui suivent, puis qui sont fiers. Puis à la fin, je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est de dire que, euh, surtout comme Québécois, Canadien, le tennis, ça n'a pas toujours été un sport dans lequel on a excellé. Mhm. Euh, c'est de dire que autant en étant de Montréal, du Québec, on peut accomplir de grandes choses sur la scène internationale. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier.
le message pour les gens, c'est de dire que c'est pas réservé aux autres. Tu sais, c'est pas ce succès-là ou c'est pas réservé aux autres. Donc, tout le monde peut y arriver. En tout cas, il faut y croire. Tu sais. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais il faut y croire. Il faut mettre les choses en place pour essayer d'y arriver. Puis après ça, tu vis avec la réalité, avec les résultats. Tu sais, moi, c'est toujours ça. C'est jamais été un problème tu sais, de perdre un échec. Ça n'a jamais été une fin en soi. Parce que je me dis, tu sais, je mets tout en place pour essayer d'être le meilleur possible dans ce que je fais. Puis si je tombe un peu en dessous de mes objectifs, c'est pas grave. Je vais vivre avec tu sais, la réalité, avec ce que j'ai eu. Mais je pense que la pire chose, c'est d'avoir tu sais, des regrets ou d'avoir c'est ça, des regrets sur son investissement ou sur son approche. Là. Ah, j'adore ton message. Tu sais, c'est trippant de t'entendre parler parce que c'est vrai, tu vis ton rêve, non? Tu sais, tu dis, t'avais quoi? Tu étais tout jeune, puis tu as commencé à rêver d'être joueur de tennis, puis tu y arrives maintenant. Tu as 5 titres ATP jusqu'à Ouais, maintenant, ouais, c'est ça. puis un en double aussi, à pas Ouais, négliger. en Euh, double. Puis tu continues d'apprendre, tu sais, tu voyages partout dans le monde, tu rencontres des gens extraordinaires. Je pense que tu vis ta vie à fond, exactement comme tu voulais, comme tu en rêvais. Ouais. Puis c'est ça qui est. Puis maintenant, tu sais, je pense que tu as plein d'exemples avec Nadal, Federer, Djokovic, comme quoi la carrière de tennis, ça peut durer plus longtemps qu'auparavant, puis que ça va Mhm. au-delà de juste ce qui se passe sur le terrain, comme tu Ouais, sembles super bien le comprendre. Puis euh, ouais. c'est le fun de voir que, tu sais, Séverine, puis moi, tu l'as dit, on te connaît depuis que tu es tout jeune. Puis, tu Mhm. sais, on a tout le temps su que tu avais des belles valeurs, puis que tu étais un petit jeune exceptionnel. Moi, mon histoire que j'aime raconter, Ah ouais. c'est quand, ben, je sais pas si tu te rappelles, on avait frappé ensemble, je pense que tu devais Oui. avoir genre 10 ans. Tu venais passer les fins de semaine à Montréal. Puis moi, j'étais Ouais, encore sur le circuit. Puis, tu sais, ouais, on me dit, ah, finalement, je pense que tu n'as jamais raté une balle là, des 2 heures qu'on était sur le terrain. Là. Mais fait que déjà, je savais que tu étais quelqu'un de, un joueur de tennis exceptionnel en devenir. Mais je me rappelle quand je faisais mon mentorat pour devenir entraîneur, il y avait les groupes de 10-12 ans avec Frédéric Niemeyer, puis tout ça. Puis il y oui, avait ben, Nikes, Mumba, Alexis Galarno, Charlotte, ouais, il y avait même Léla, Bianca, sa petite sœur. Il y avait un ouais, petit groupe. Je pense que moi, je venais de temps en temps pour apprendre à devenir entraîneur. Puis, tu sais, Frédéric, il donnait tout le temps des drills vraiment faciles à comprendre, là, style deux ouais. croisés, tu vois parallèle, arqué. En tout cas, puis tous les jeunes. Je l'ai vu ce matin au stade, puis c'est encore la même histoire. Puis c'est super parce que tu apprends à jouer avec tous les angles avec Fred et tout. Puis là, ça faisait comme il y avait des rotations. Puis tu sais, les jeunes, il y en a que ça fonctionnait, mais disons, c'était plus difficile à appliquer. Puis là, toi et Nicaise, vous arrivez sur le terrain. Puis, tu sais, je pense que vous avez exécuté l'exercice comme pendant 10 minutes sans Facile. rater une balle. Puis là, tu sais, moi, je posais des questions, j'essayais de venir d'apprendre. Tu sais, puis là, je dis, ben, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu sais, il n'y a comme rien à dire. Puis là, Fred m'avait dit, ouais, ben, c'est ça. Tu sais, quand on dit que le joueur fait l'entraîneur, là, ben, c'est ça. Félix, c'est il n'y a pas grand-chose à dire. C'est rare qu'il fait quelque chose de pas correct. Donc, tu Ah, sais, quand tu dis que c'est ça. Hein, il y avait beaucoup de travail peut-être en arrière pour arriver où ce que tu ouais, étais, mais je me rappelle de t'avoir vu sur le terrain, puis il n'y avait pas grand-chose à dire pour te corriger. Là. ben, en tout cas, c'est très gentil déjà. Puis je me souviens, c'est des bons souvenirs. Hein, autant quand tu étais là, tu venais accompagner Fred, puis Fred Niemeyer que j'ai vu tout à l'heure, puis ben, tous les gens que j'ai côtoyés, Séverine, tous les gens que j'ai côtoyés dans mon enfance, vraiment, vraiment, on s'en parlait en famille il y a 2 jours, on se disait, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, j'ai eu la chance vraiment de côtoyer des bonnes personnes dans la progression, encore aujourd'hui avec mon équipe. Puis, c'est ça, en plus, tu sais, de vraiment l'apprentissage tennistique qu'il y a eu, puis les résultats. Je garde de très bonnes relations avec tout le monde. Ça me fait plaisir de revenir à Montréal, de revoir ces gens-là. C'est comme une deuxième famille pour moi. Euh, donc, c'est pas juste pour bien parler, là, ça vient du cœur, puis c'est vrai. Puis, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Puis je pense que c'est ça qui donne envie aussi de redonner à un moment, tu sais, c'est que tu as reçu beaucoup de bonnes choses, tu sais. En tout cas, j'estime que j'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Puis qu'un jour, tu te dis, quand il viendra le temps, moi aussi, tu sais, je veux redonner à des jeunes, puis partager mes expériences à des jeunes pour essayer de les aider, puis essayer qu'eux aussi atteignent leurs rêves, leurs objectifs. Mais plus que ça, plus que
les résultats de tennis, ça, c'est l'idéal. On veut tous être, on veut qu'il y ait plein de champions de tennis au Canada, puis que ça continue. On a maintenant, je pense, une culture de haut niveau de tennis, puis on l'a prouvé par nos résultats. Puis on veut que ça continue, c'est important. Euh, mais c'est vraiment les relations humaines qu'on crée personnellement dans nos vies qui, je pense, qui vont nous marquer. Euh, donc, je l'ai vécu avec mon père aussi, avec l'académie qu'il a eue. Puis, lui, il est impliqué en tennis depuis au Canada. Puis, il garde vraiment de bons contacts avec ses anciens élèves. Puis, il y en a qui reviennent le voir. Puis, il y en a qui ont des familles, des enfants maintenant, mais ils gardent tous de bons souvenirs des passages qu'ils ont eus dans son académie ou à son école de tennis. Donc, nous, c'est notre monde. C'est un petit milieu au Québec, au Canada, le tennis, mais on est comme une grande famille. Donc, on en est tous très fiers, je pense. Oui, exactement. Écoute, Félix, on pourrait se parler, je pense, encore 2, 3 heures comme ça. Moi, C'est vrai. c'est un bonheur parce que il y a tellement de choses que tu ramènes, mais pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir un Félix à 24 ans, mais qui était aussi comme ça plus jeune. Tu avais ce sens des valeurs et je pense que merci à ta famille, l'aspect, cette vocation d'être une bonne personne avant d'être un bon athlète, c'est tellement, tellement important. C'est une valeur familiale. Ta sœur, elle est exactement pareille aussi. Elle a une générosité, une passion pour qu'est-ce qu'elle fait aussi. Elle a joué au tennis de son côté, elle aussi. Ouais. Et ton père et ta mère qui t'ont inculqué tout ça. Donc, c'est le fun de voir que ça continue, c'est le fun de voir que ça progresse. Et puis, écoute, j'ai envie, avec Marie-Ève, on a envie de t'essayer à savoir qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025. Est-ce qu'on te souhaite la santé? Est-ce qu'on te souhaite un grand chelem? Est-ce qu'on te souhaite les deux? C'est quoi le souhait pour Félix Auger-Aliassime en 2025? Non, je pense que s'il y a un souhait, parce que évidemment, on aimerait réaliser tous nos souhaits en même temps, là, ce serait l'idéal. Mais non, le premier souhait, c'est vraiment euh, la santé. Puis je pense que la santé va avec. Puis c'est pas juste la santé physique, là, évidemment, pas de blessure, mais la santé mentale aussi, le bonheur qu'on peut retrouver autour de soi. Je pense que, en tout cas, si vous avez à me souhaiter quelque chose, ce serait ça. Puis je vous le souhaite aussi. Puis je pense que c'est ça qu'on doit souhaiter à tout le monde. C'est la base. Puis après, quand on a ça, ben, on peut se lancer dans plein de projets, on peut rêver. Mais si on n'a pas ça, la santé, le bien-être, je dirais, qu'on se sent bien dans notre peau, c'est difficile. Là. Je l'ai vécu avec des blessures, avec des moments plus compliqués. On se sent moins bien, on se sent moins vaillant, on se sent moins confiant, puis c'est pas agréable. Puis je le souhaite à personne. Donc, à l'inverse, ce que je souhaite, c'est le bien-être pour tous. Oui, c'est un beau souhait, Félix. Écoute, moi aussi, on va te le souhaiter. Puis, on a bien hâte de te recroiser. On espère, on sait qu'une fois que la saison est partie, c'est parti. Puis que tu vas être super occupé. Je suis persuadée un bon élève comme tu es, un jeune qui apprend vite. Je suis persuadée que tu vas continuer à nous impressionner, qu'on va continuer à être fiers de toi, à te suivre tout au long de l'année. Oui, moi j'ai bien hâte, de voir ma photo avec le chien dans le petit sac de voyage. Ça, c'est la priorité. Et écoute, je te souhaite un beau voyage vraiment au Togo. Je pense que ce que vous faites en famille, ce que tu fais est à l'image de la personne que tu es. Alors, merci pour ta générosité. Bon succès, bonjour à ton équipe et à ta famille. Puis, on a bien hâte de te retrouver et de te retrouver justement dans cette santé et cette nouvelle année qui s'en vient pour toi. C'est gentil, mais merci à vous. J'ai vraiment passé un bon moment, puis on se refait ça dans le futur. Oui, Super. Merci, Félix. merci. Allez finir mon smoothie. Bon appétit. Ah, Ciao. qui est tellement fin, Félix. C'est trop généreux. Ah, écoute, on aurait pu faire une conversation comme ça, très longue. Moi, c'est ce que je disais toujours. On en a fait des entrevues, hein, les gens nous posaient des questions. Qu'est-ce que tu penses de Félix? Pourquoi il a du succès? Bien, il a du succès parce que c'est un bon être humain avant d'être un athlète. On en a parlé un peu. Il y a du travail derrière tout ça. Il y a des valeurs. C'est des valeurs aussi de famille. Mais il a une clarté d'esprit sur qui il est comme personne, qui il est comme joueur, et d'avoir cette adaptabilité-là, de dire, oui, j'ai pas une bonne année,
je vais me responsabiliser. Il y a des choses que je vais faire meilleures pour l'année prochaine, mais je suis jeune, j'ai 24 ans. Et de l'entendre là-dessus, je trouve que c'est vraiment, pour moi, là, j'ai hâte de voir sa saison 2025. Ouais, moi aussi. Puis des fois, de l'entendre, c'est comme si le fait qu'il comprend trop bien ce qui se passe, puis tu sais, de l'entendre expliquer, je pense que ce qui a fonctionné pour lui quand il était jeune, c'est qu'il était dur envers lui-même. Il C'est voulait vrai. performer. Puis de maintenant, de savoir que oui, ça a déjà fonctionné d'avoir cette approche-là, mais maintenant que je suis au top du, du tennis professionnel, mais je dois être capable de me pardonner, puis pour pouvoir revenir rapidement. Tu sais, c'est un apprentissage, des adaptations, puis des fois, je pense qu'il est presque victime un peu de lui-même parce qu'il y a cette intelligence-là, cette compréhension-là, alors que quelqu'un qui se pose moins de questions, puis bon, qui s'en fout plus pourrait peut-être passer à travers ces étapes-là plus facilement ou en se posant moins de questions. Ah non, tu as tout à fait raison. Puis on l'a entendu, hein, il l'a dit, je veux être plus flexible avec Mm. moi-même. Puis oui, et c'est sûr, c'est quelqu'un qui est perfectionniste, qui veut bien faire les choses. Puis quand tu es tout le temps dans l'analyse, bien, des fois, tu te nuis plus. Et le fait il prend conscience de ça, bien, je pense que c'est 80% du travail qui va être fait. Donc, une belle rencontre. Il a lancé des beaux messages et j'espère que ça va avoir rejoint les gens qui nous écoutent. Et puis là, Marie-Ève, bien, écoute, on est prête à aller au segment 360 où on va avoir de l'information sur le cordage avec Maher qui va nous présenter, nous discuter un peu euh, toute la partie du cordage et l'implication que ça amène pour, évidemment, avoir un bon jeu et une bonne pratique de tennis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les semaines dernières, on avait parlé de choix de raquettes, on avait parlé de chaussures. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est souvent le plus négligé chez les joueurs de tennis, c'est le cordage de votre raquette. Pour utiliser une analogie, le cordage de votre raquette ressemble aux pneus de votre auto. Vous pouvez avoir une auto très performante, mais si les pneus de l'auto sont trop usés ou de mauvaise qualité, ça va avoir un impact direct sur l'auto. De la même manière, si votre cordage n'est pas le bon choix de cordage pour votre style de jeu, ou si la tension n'est pas la bonne pour vous, ou bien si le cordage est trop vieux sur la raquette, l'impact sur la performance de la raquette sera évident. Les sensations vont être différentes, le confort va être différent, et donc il est très important de choisir le bon cordage sur sa raquette. Après tout, le cordage est la seule partie de votre équipement de joueur de tennis qui fait contact direct avec la balle. Donc, pour choisir le cordage et pour parler de tension, il est toujours recommandé de voir un spécialiste pour être bien conseillé. Maintenant, dans les semaines à venir, on va parler plus en détail du choix de cordage, mais aujourd'hui, on va tout simplement répondre à des questions plutôt générales. Quel choix de cordage? Encore une fois, c'est selon votre style de jeu. Il est important d'avoir un bon conseil. Quelle tension? La règle générale, c'est sûr, la tension va varier selon notre style de jeu. Mais la règle générale, si on met beaucoup de tension sur le cordage, ça va nous aider à avoir un meilleur contrôle. Tandis que si la tension est plus basse, on aura plus de puissance parce que ça aura un effet trampoline, plus d'effet et plus de confort. Donc, c'est en essayant, en prenant en conseil qu'on peut utiliser différentes tensions, différents cordages pour trouver la tension et le cordage qui nous convient le mieux. Maintenant, à quelle fréquence, ça c'est la question je pense la plus importante, à quelle fréquence il faut changer le cordage sur sa raquette? Et c'est là que j'ai mentionné au début, c'est souvent négligé parce que on voit souvent des gens arriver avec des raquettes pour corder où le cordage est sur leur raquette depuis 6 mois, 1 an. Le cordage, après un maximum de 40 heures de frappe, le cordage est considéré fini. Il a perdu toute l'élasticité, perdu de la tension et il joue plus de la même manière que lorsqu'il était neuf sur la raquette. Donc prenez ça comme point de repère. Après à peu près une quarantaine de frappes maximum, il faut absolument changer de cordage.
Tout d'abord, le cordage perd de la tension avec le temps. D'ailleurs, la plupart des cordages vont perdre à peu près 10% de la tension dans les premières heures que la raquette est cordée. Ça, c'est une perte de tension statique. Ensuite, il y a la perte de tension dynamique. Dès qu'on commence à frapper la balle, la perte de tension sera encore plus grande. La corde, avec le temps, parce qu'elle est tout le temps sous tension, elle va perdre son élasticité et donc la performance du cordage va se détériorer très rapidement avec le temps. Donc, pour avoir le maximum et la meilleure performance, trouvez le cordage qui vous convient le mieux, la tension qui vous convient et changez vos cordages très régulièrement. On est là pour vous conseiller. Dans notre équipe chez Tennis Giant, on a plusieurs cordeurs certifiés qui cordent pour les tournois professionnels, à la Coupe Banque Nationale et les Challengers. Donc, on est très bien placé pour vous conseiller. Et un dernier truc pour vous le mentionner, dans les grands tournois, je vous dirais 90% au plus des raquettes que les pros nous amènent à corder n'ont pas un cordage brisé. Ça met l'emphase sur l'importance de changer les cordages régulièrement et ne pas attendre à ce que le cordage brise. Bon tennis et on se voit bientôt. Merci, Maher. C'est toujours très pertinent de t'entendre. Des commentaires vraiment intéressants et importants pour tous ceux qui veulent jouer au tennis. Oui, et maintenant, Marie-Ève, on s'en va au coin de l'entraîneur où on va parler de coup droit. Oui, alors, Séverine, aujourd'hui, ce qu'on voulait parler pour le coup droit, c'est intéressant parce qu'on a remarqué une certaine tendance sur le circuit professionnel. Oui, et j'aime le mot que tu utilises, une certaine tendance. On a, bon, toi et moi, hein, on est quand même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent des choses, c'est super intéressant. Et récemment, on a vu beaucoup de clips de coup droit, des photos, et dans le coup droit, une chose qui est hyper importante, c'est beaucoup la préparation. Mhm. Il y a différents types, il y a différentes façons, il y a différents moments, mais il y a des choses qui sont communes. Exact. Et on a regroupé des images pour vous et vous voyez que dans les images, on remarque la préparation, donc la raquette, la tête de raquette et le bras gauche aussi. Et Mhm. regardez, oui, il y a des choses en commun, mais il y a aussi de la façon que le bras gauche, pardon, va être positionné. Et Marie-Ève, quand on est sur le terrain avec les jeunes, on a tendance à appeler ça quoi? Le fameux unit turn, donc où les épaules vont préparer la raquette. Et c'est ce qu'on voit à l'écran avec les joueurs qu'on peut voir dans Ouais. les Moi, images. ce que je remarque aussi, c'est la tête de raquette qui est plus haute que le poignet. Donc, Oui, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec une tête de raquette qui est plus haute que le poignet? C'est une belle détente. Lorsque la balle va avoir du timing. oui, ben, tu as raison. Un, on veut la détente, on veut le timing. Et deux, on veut surtout être capable d'avoir une préparation qui nous permet de s'adapter aux différentes hauteurs. On sait qu'on peut frapper à hauteur d'épaule, hauteur des hanches. On parle souvent que les joueurs veulent frapper tôt, mais si on frappe tôt, on a des balles extrêmement basses. Ouais. Et une des façons de bien s'adapter pour ces hauteurs-là, c'est vraiment la tête de raquette, comme tu mentionnes, Marie-Ève, qui doit être au-dessus de la main. Et aussi, toute cette partie de rythme, elle est hyper importante. Est-ce que tu penses que sur une balle profonde, il y aurait la même préparation? Je pense que sur la balle profonde, tu auras la même préparation, mais ce qui va changer, c'est beaucoup au niveau du jeu de jambes, hein. C'est comment on va s'adapter à cette balle-là. Est-ce qu'on recule et on revient ou est-ce qu'on frappe en reculant? Ça arrive. C'est sûr que si on prend un joueur comme Medvedev qui est déjà très, très loin, il a plus tendance à avancer que reculer. Puis ce qu'on aime apporter les deux, en tout cas les deux, on a ce point-là en commun. À force de regarder des athlètes professionnels jouer, c'est qu'il n'y a pas juste une technique qui Non, fonctionne. exactement. Puis au contraire. Oui, là, on va vous amener à quatre autres images. Et pourquoi ces images-là? Parce qu'on a gardé Federer qui est en bas à droite de l'écran et aussi Serena Williams. Et Mhm. Serena Williams, on parle du coup droit aujourd'hui, mais autant coup droit revers, elle préparait extrêmement tôt. Ouais, vite, Oui, exactement. C'était vite, c'était tôt, c'était rapide, c'était compact. saccadé même. Oui, saccadé. Puis, encore une fois, hein, on est tous, il y en a qui sont, on appelle ça des entraîneurs d'estrade. Tout le monde disait, mais c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop tard, qu'est-ce qui se passe? Elle n'aura pas de rythme. Et pour rejoindre ce que tu dis, Marie-Ève, on va maintenant aller à deux autres photos, deux autres images
pour finalement conclure que le coup droit, il y a des choses en commun, mais regardez, et ça a été pris récemment, le coup droit, bon, quand même dans les airs de Alcaraz, et on voit une fin de geste quand même impressionnante de Medvedev. Vraiment. Et le message, c'est que oui, on vous parle de la main gauche, on vous parle du uni-turn, on vous parle de la tête de raquette qui doit être en haut de la main, mais la qualité numéro un d'un bon entraîneur, c'est quoi aussi? C'est d'individualiser son approche. Alors, on ne vous dit pas à la maison de commencer à tout de suite aller travailler ces facteurs-là, mais c'est des facteurs quand même qui influencent la qualité du coup droit. Oui, parce qu'au tennis, hein, la balle bouge. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on peut. Oui, exactement. Alors, on vous encourage d'essayer, d'essayer de travailler sur le type de préparation, travailler sur le fait que les épaules doivent évidemment amener la raquette comme ça en arrière et en espérant que ça va faciliter le coup droit dans la façon que vous allez jouer prochainement sur le terrain. Voilà, hein, c'est des bons trucs quand même en coup droit, comme tu dis. Il n'y a pas une façon de réussir, plusieurs, mais la préparation rapide, préparation avec une tête de raquette plus haute que la main, puis parce qu'on joue de plus en plus tôt, je pense aussi au tennis, et le coup droit, c'est important de l'avoir comme arme sur le terrain. Tu as tout à fait raison. Est-ce que ce serait maintenant le temps des statistiques, Séverine? Oui, c'est le temps des statistiques et on va présenter cette semaine les statistiques par Bet365. Ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. On a eu comme invité Félix Auger-Aliassime, mais pourquoi pas parler de Félix Auger-Aliassime, mais en chiffres. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il est jeune, il a 24 ans. On veut vous montrer un tableau qui vous démontre un peu la carrière de Félix en chiffres. Et Marie-Ève, pour un jeune de 24 ans, il en a fait beaucoup de choses déjà là. Ah, c'était fou de l'entendre. Et oui, donc, dès 14 ans et 11 mois, il a gagné un premier match dans un tournoi professionnel, un tournoi Challenger. Il y en a seulement 7 qui ont réussi à le faire. Après, ouais, champion du US Open junior par la suite en 2015. En 2016, il a atteint le deuxième rang mondial chez les juniors. En 2016, qui avait remporté le titre au US Open. Chez les professionnels, par la suite, demi-finaliste au US Open, quart de finaliste à Wimbledon en 2021. Il a atteint son meilleur classement en 2022. Il est monté jusqu'au 6e rang mondial. Il a eu son premier titre ATP. Ça a été long quand même, plusieurs finales pour enfin l'emporter à Rotterdam. Et cette année, il termine l'année 28e au classement, aucun titre ATP. Il a remporté la Coupe Davis avec le Canada chez les juniors et chez les professionnels. La Coupe United aussi en Australie. Donc, franchement, c'est fou déjà tout ce qu'il a gagné. Félix, tout ce qu'il a accompli. Et j'en suis persuadée, le meilleur est à venir. Oui, exactement. Puis aussi, il en a parlé, la médaille olympique, très importante Tu fais pour bien. lui. Et on le mentionne, il a gagné beaucoup de choses en étant beaucoup plus sur une victoire de son pays que individuelle. Mais tu as raison, Marie-Ève, on connaît bien Félix et on sait que beaucoup de bonnes choses qui restent à venir. Il est tout jeune, les carrières s'allongent. On voit des joueurs à 36, 37, 38 ans qui sont encore sur le circuit. Alors, imagine-toi, donne un autre 10 ans à Félix. J'ai comme l'impression qu'on va pouvoir ajouter un autre tableau de succès, mais c'était pour vous montrer que des fois, on a une perception que, bon, il n'y a pas des bonnes années, que c'est difficile, mais il faut se ramener vraiment à ce qu'on a accompli pour voir à quel point les résultats de Félix sont quand même exceptionnels. Ouais, on oublie des fois un petit peu trop vite, juste parce que oui, il y a une petite séquence plus difficile, mais c'est pour remonter probablement encore plus vers le haut parce que c'est hallucinant et on est chanceux d'avoir un jeune homme comme Félix Auger-Aliassime au tennis québécois, canadien, comme modèle pour les jeunes. Oui, exactement. Alors, c'était notre segment Bet365 et Marie-Ève, ça met un terme à notre épisode, à notre émission aujourd'hui, quand même assez exceptionnel, là, ce qu'on a vécu avec Félix dans notre rencontre avec lui. Oui, c'est vraiment le fun de l'entendre puis de voir partager tous ces moments. Puis, tu sais, c'est laisser aller avec nous puis de voir
être capable de s'ouvrir sur tous les apprentissages qu'il fait, comment il veut partager aussi pour aider les autres. C'est un jeune homme que j'admire beaucoup, puis j'ai hâte qu'il revienne nous voir pour un autre épisode, peut-être un jour. Oui, exactement. Puis écoutez, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez de nous écouter et on a bien hâte de vous retrouver au prochain épisode. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.